Salut les Wargamers, c'est Yvi de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Mister M pour la V2 du Codex Review des Thousand Suns pour 2019, puisque au moment où on tourne cette vidéo, le Chapter Approve 2018 est déjà là, même si on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait au niveau des nouveaux détachements de spécialistes depuis Vigilus. Ici on va s'attarder sur ce codex pour l'année à venir. Avant de rentrer dans le détail d'un codex review classique avec la revue, des datasheets et ainsi de suite, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les Thousand Suns? Où est-ce que ça se situe au niveau justement de la puissance des codex? Et est-ce que c'est un codex que tu recommanderais à un joueur débutant par rapport justement aux différentes phases qu'il va pouvoir toucher sur le jeu? Alors, pour moi, c'est un codex qui n'est pas top tier aujourd'hui. Ça reste un codex qui est très bien situé, sur lequel on peut vraiment se faire plaisir sur quasiment toutes les phases de jeu, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un codex aussi, ou en tout cas une armée qui est très charismatique. En termes de modélisme, tu as aussi pas mal de choses à faire. Donc, est-ce que je le conseillerais aujourd'hui sur un joueur débutant? Je vais te dire, paradoxalement, oui et non. Oui pour se faire plaisir sur le côté charismatique, oui pour le côté vraiment figurine, peinture, ainsi de suite. Non dans le sens où ça se base quand même beaucoup sur la phase psychique, où il y a quand même des petits combos à faire, des petits tricks qu'il faut avoir, sinon ton codex est quand même beaucoup moins bon. En tout cas, ça mérite de l'entraînement, de jouer plusieurs fois pour vraiment en tirer le paroxysme. D'accord, donc en fait, pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est un codex qui n'est pas le meilleur codex, mais qui en tout cas par rapport à la médiane des autres codex est quand même un petit peu au-dessus. Et c'est un codex qui en termes de modélisme apporte plein de choses. Il y a une marge de progression qui va être énorme par rapport à toutes les textures qu'on pourra faire. On le verra, hein, mais tu vas avoir du démon, tu vas avoir de l'armure énergétique, des visages et ainsi de suite, donc ça c'est plutôt positif. Même si le point noir va être la permissibilité justement d'un nouveau joueur dessus, ça va apporter une énorme marge de progression. Exactement. On se retrouve donc les Wargamers pour parler Thousand Suns. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé du bouquin ou de l'âme de l'armée, qui est quand même un style graphique quasi unique dans l'univers de Warhammer 40 000? Alors au niveau du style, bon moi j'aime beaucoup, c'est le style égyptien, le livre en lui-même est très beau, l'armée en elle-même est très charismatique. Tu parles de beauté et de charisme. On a en plus la faculté de pouvoir jouer leur primarque, hein, dont ce sur quoi en fait on s'est basé pour créer l'armée par rapport à une génétique, qui est la génétique de Magnus le Rouge, qui est jouable. Et ça déjà c'est un énorme plus en termes de potentiel de charisme du codex. Hein. Alors non seulement il est jouable, mais surtout il faut le jouer. Hein, enfin, si on peut. Non mais après déjà c'est entièrement vrai. En termes de fluff, bon Magnus le Rouge il est génial. En termes de figurines purement de sculpture, de peinture, elle est superbe. Et après sur la table, on va pas se mentir, c'est très fort. Mon cul s'en rappelle. Donc effectivement, pour ces trois raisons-là, tu es content de jouer Thousand Suns. Ouais. Au niveau du bouquin, il est magnifique. Comme l'ensemble des codex de Warhammer, il y a une partie fluff, une pseudo-partie modélisme où ça va plus être des photos, on va dire des figurines peintes. Et après, justement, la partie jeu. C'est un bouquin qui est magnifique. Comme tu l'as dit, en fait, il va avoir sa propre charte graphique qui est typée un petit peu Égypte avec pas mal de, pas d'hiéroglyphes, mais on va dire des petits dessins Papyrus, quand même comme ça. Exactement. Et donc ça, c'est assez stylé. On va commencer à s'attaquer aux règles qui vont être génériques, sous-entendu, quelle que soit votre façon de jouer, les règles ici vont s'appliquer intrinsèquement aux figurines qui sont dotées de ces mots-clés-là. On commence tout de suite donc par Guerrier de Feu Prospero avec Mort aux Faux Empereurs. À chaque jet de touche de 6+ pour une figurine avec cette aptitude en phase de combat, elle peut, si elle ciblait une unité de l'Imperium, effectuer immédiatement une attaque supplémentaire contre la même unité avec la même arme. Cette attaque bonus ne génère pas d'attaque supplémentaire. On va pas se mentir, la règle en elle-même, elle est situationnelle. Bon. Donc quand tu es contre l'Imperium, qui est comme une grosse part aujourd'hui des decks, c'est situationnel, mais tu l'as souvent. Ouais. Après, dans le codex, on le verra, les unités qui ont le droit à ça, ce sont vraiment les unités type Space Marine du Chaos. Donc ceux qui ont plus de 10 000 ans et ainsi de suite. Hérétique Astartes. Exactement. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on va jouer le plus, ou sinon quand on les joue, ils sont pas faits pour être au cac. Ils sont plutôt faits pour être au tir. Donc cette règle-là, objectivement, on va la jouer sur peut-être Ahriman, un prince démon, où là ça vaut le coup. Sur le reste de l'armée, on va pas beaucoup s'en servir. Ensuite, ils vont avoir la règle rituel démoniaque, puisque faut savoir qu'on est sur un codex typé chaotique, en tout cas qu'il y a le gros keyword chaotique, que là on va jouer de l'hérétique Astartes Thousand Suns, et que dans le codex vous allez retrouver les datasheets des démons, sauf que, on le verra après quand on parlera des règles qui vont être cette fois-ci spécifiques avec un détachement uniquement Thousand Suns, ça cassera justement les bonus qu'on retrouvera après de jouer du démon. Ça se fait en plein milieu de la phase de mouvement, quand on décide d'activer une figurine avant qu'elle ne bouge, et à la place de bouger, on va pouvoir lancer 3D, ces 3D vont représenter un pool de points, et ces points-là vont devoir équivaloir la valeur de puissance d'une unité à invoquer. Aujourd'hui, l'invocation, c'est quelque chose qu'on va pas forcément beaucoup jouer, parce que justement c'est assez restrictif. Tu as le fait de ne pas bouger, tu as le fait qu'en plus si tu fais des doubles tu prends des mortal wounds, et après tu as le troisième fait que c'est totalement random. Je veux dire, tu te craques sur ton jet de dés, tu n'invoques pas l'unité que tu avais envie d'invoquer, c'est dommage. Après, la force de l'invocation, c'est, en tout cas comme ça je pense que les concepteurs l'ont vu, c'est qu'on a un pool de points de côté et qui est modulable en fonction de son adversaire, parce qu'on va invoquer l'unité qui sera la meilleure en fonction du tour de jeu et de l'adversaire. Donc ça,
c'est quand même fort. Tu as utilisé le terme de point de côté, en fait, qui correspond à des points de renfort, dépendamment de votre façon de jouer. Soit vous allez jouer en jeu narratif, auquel cas, au contraire, franchement, gratuit. Chier de l'invocation, c'est complètement gratuit. Tant que vous avez les filles, vous les mettez sur table, vous avez moyen de noyer complètement votre adversaire. Quand je joue un petit peu plus compétitif, où le jeu a vocation à être un petit peu plus équilibré, ces points-là font partie de votre liste d'armée. Exemple, on joue à 2000 points, et moi je vais garder 300 points d'invoque, c'est-à-dire que mon armée ne fera que 1700 points, en tout cas au moment du début de la partie. Et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant pour ça. Surtout qu'on peut très bien dire que les démons qui vont nous intéresser, même dans une liste fluff typée Tzeentch, on va les chercher avec des détachements sub pour bénéficier justement des vraies règles. On va donc pas trop s'attarder sur ce rituel-là, même si, sachez-le, vos personnages peuvent le faire, ça peut toujours être un petit peu kikou. On enchaîne ensuite avec les règles fils de Magnus, où là pour le coup on parle des règles qui vont être spécifiques aux détachements qui répondent à certaines restrictions. Sous-entendu, vous devez être dans une armée qui est réglementaire et avec des détachements qui contiennent uniquement des figurines avec les mots-clés Thousand Sun. C'est ce qui fait la puissance aussi du codex, c'est que ça va débloquer notamment confrérie de sorciers. La portée de tous les pouvoirs psychiques manifestés par les unités avec cette aptitude est augmentée de 6 pouces. Ça, c'est la règle telle qu'elle est écrite dans le codex. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de petits add-ons qui sont sortis autour de Warhammer 40 000 version 8, comme la Big Fac et le Chapter Approve. Et attention, aujourd'hui, quand on va tester de manifester les sorts châtiment, à chaque tentative et pas nécessairement réussite, on va devoir ajouter 1 à la valeur de difficulté. Or, quand on bénéficie de la règle confrérie de psycheur, c'est ta gueule les règles, c'est toujours sur du 5+. Et Exactement. ça, c'est très très fort. Hein. Ah bah c'est ce qui fait, on va dire, la force principale aujourd'hui du codex. Les 6 pas, tu viens de parler des smites, un smite qui passe de 18 à 24 pas, ça change tout. Wartime. Wartime qui passe de 3 à 9 pas. Tu l'as dit, j'ai baissé les yeux. C'est très très fort. Donc globalement, de toute façon, 6 pas, quel que soit le sort, c'est très fort. Et après, la capacité du codex d'avoir toujours des smites sur du 5, donc c'est une capacité à générer énormément de smites pendant la phase de psy. Et c'est vrai que contre certaines listes, notamment les listes très élitistes, où il y a peu de figurines qui sont censées beaucoup tanker, le smite, là, ça fait mal. Donc c'est vrai que c'est une règle qui est très 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 puissante. Et attention aussi, puisqu'il y a certains sorts qui passent de 24 à 30 pouces de portée et qui sortent aussi donc des bulles de dissipation pour l'ennemi. Et ça peut faire la différence. Quand tu vas jouer ce codex-là, tes psychers sont quand même souvent très mobiles. On le verra par la suite, mais en tout cas, c'est rarement des psychers qui bougent de 6 pas, ils bougent plutôt de 12. Donc de toute façon, vu que c'est toi qui joues à ta phase psy, tu te places toujours pour pas être à portée. Ça, on y reviendra, mais ça fait partie en tout cas des petits, c'est pas vraiment un trick, mais en tout cas des façons de jouer qui sont très importantes à avoir tout le temps en tête, de toujours bien se placer en fonction du psyker adverse, parce qu'une dissipation ça fait très mal, et surtout sur certains sorts, sur les comptes, on les passe pas. C'est trop structurant en fait dans ta façon de jouer pour te les faire contrer. Ouais. Exactement. Deuxième règle spécifique, ça va être disciple de Tzeentch, c'est ni plus ni moins le fait d'être super opérationnel, sous-entendu les unités qui sont de rôle troupe prennent obligatoirement un objectif versus ceux qui ne le seront pas. Et si jamais les deux unités qui veulent contrôler un objectif ont cette règle-là, ça se joue au nombre de figurines à côté de cet objectif. Pour illustrer un petit peu justement la puissance du codex, à savoir la magie, on va tout de suite s'attaquer aux différents domaines de magie. Il faut savoir que c'est de loin le codex qui en a le plus, puisqu'on va retrouver le domaine de magie de l'hérétique Astartes, donc des Space Marines du chaos au global, ceux des démons, et enfin ceux réservés justement au changement. Il y a donc 18 sorts au total. Là, on va commencer par la discipline du changement. Il y en a 6, et je vais très vite les lire. Tu montres avec ton pouce si ça te plaît, si ça te plaît pas, et tu pourras justement débriefer une fois que j'aurai lu les 6. On commence par Tempête de Feu de Tzeentch, qui a une valeur charge warp de 7. Il a une portée de 18 pouces, qui passe donc à 24 si son détachement est full. Il faut être visible du psycheur. On jettera 9 dés, et l'ennemi subira une blessure mortelle pour chaque 6 obtenu. En moyenne, 1,3. Après, si on chatte, peut-être 9 quelque part. Ensuite, on va avoir Faveur de Mutation, qui a une valeur charge warp de 7. S'il est manifesté, choisissez un personnage Thousand Sun ami, mais pas un personnage démon à trapousse ou moins du psycheur. Jetez 2d6 et consultez le tableau du stratagème bien fait de Tzeentch, page 97. Je comprends, c'est de la merde. Ensuite, on va avoir Prestige de Tzeentch, qui a une valeur charge warp de 7. S'il est manifesté, choisissez une unité Thousand Sun à 12 pouces ou moins du psycheur jusqu'au début de votre prochaine phase psychique. Votre adversaire doit soustraire 1 pour les toucher au corps à corps et au tir. C'est très 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 fort puisque ça court pendant le tour adverse aussi. Exactement. Ensuite, on va avoir Éclair de mort, un sort de ma douche, qui a une valeur de charge warp de 9, il coûte très cher celui-là. S'il est manifesté, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible du psycheur, ça doit donc pas être l'unité la plus proche. Cette unité subit D3 blessures mortelles et à sa phase de mouvement suivante, elle doit diviser par 2 sa caractéristique de mouvement et ne peut pas advance.
Ça, c'est très casse-couille. Ensuite, on va avoir manipulation temporelle, qui est une valeur charge warp de 6. On va choisir une figurine Thousand Sun Army à 12 pouces ou moins du Psyker, et celle-ci récupérera des 3 PV perdus. Et enfin, dernier sort, ça va être Tisseur de Destin, qui a une valeur charge warp de 6. S'il est manifesté, choisissez une unité Thousand Sun à 18 pouces ou moins du Psyker. Jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, la sauvegarde invulnérable de cette unité est améliorée de 1 jusqu'à un maximum de 3+. À la place, les figurines qui n'ont pas de sauvegarde invulnérable se voient dotées d'une de 5+. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce domaine psy? Qui y a accès plus globalement dans le codex? Et on va dire quelle est ta priorité et quelle est ta marge de latitude par rapport à un petit stratagème qui te permet de changer de sort par exemple? Alors, bon, déjà on l'a vu, j'ai mis quasiment que des pouces en haut, sauf un pouce en bas et un pouce, on va dire, moyen. Donc, globalement, sur 6 sorts, c'est-à-dire qu'il y en a 4 qui sont excellents, et c'est le cas, et un moyen donc et un plus faible. C'est un domaine qui est très fort, notamment pour les buffs, le plus 1 à la vulnérable, le moins 1 pour être touché, et on le verra en fait, c'est ce qui permet de synergiser en fait avec ces unités, et ce qui permet de buffer certaines unités, donc le codex repose énormément là-dessus. Et après il y a 2 sorts qui sont des sorts de, on va dire comme de châtiment mais ciblés. Alors il y en a un avec les 9D, c'est un peu fluff parce que 9 c'est le nombre de Tsench, donc c'est pour ça voilà, qu'ils l'ont fait. Mais objectivement, effectivement, comme tu l'as dit, si on chatte, on peut faire des 3 ou 4-6, hein, donc ciblé sur un personnage, c'est topissime. Et l'autre qui est pareil, qui est à 9, donc qui est un peu plus dur à passer, mais c'est pareil, on cible potentiellement un personnage, et c'est pareil, c'est des 3 mortels. On le verra, c'est l'une des forces du codex, d'être capable de mettre des blessures mortelles ciblées sur la figurine qu'on veut. Et ça, en Tsench, on peut le faire. En plus, on porte à 24, tout, donc ça, c'est très bien. Après, la difficulté qu'il y a, c'est que souvent, ce sont des sorts qui ont une difficulté de casse qui est assez élevée. On l'a vu, hein, c'est souvent du 7, parfois du 8, voire du 9 pour le plus gros. Ça peut être un défaut, on le verra encore plus tard, mais dans le codex, il y a des façons d'améliorer son casting time, ce qui fait que finalement, on a l'impression que ça passe pas facilement, mais normalement, ça passe. On peut monter jusqu'à 4. Hein. Ouais. Donc, ça passe. On enchaîne ensuite avec un domaine psychique qu'on connaît du Space Marine du Chaos, puisque c'est la discipline de Dark Erecticus, avec Regard Infernal, qui a une valeur charge warp de 5. S'il est manifesté, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible du Psyker, jetez 3D, et sur chaque 4+, on prendra une mortelle. Ensuite, on va avoir Maléfice Fatal, qui a une valeur charge warp de 8. S'il est manifesté, choisissez une unité à 12 pouces ou moins et visible du Psyker. Jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, cette unité est privée de sauvegarde invulnérable. C'est le fameux Death X en anglais. Là, la faille pourrait être d'avoir une portée de 12, mais qui passe à 18 en Thousand Sun. Et c'est là où on va tirer vraiment la putain de quintessence du codex, c'est avec ce genre de trick. Hein. Ensuite, on va avoir Don du Chaos, qui a une valeur charge warp de 6. S'il est manifesté, choisissez une unité ennemie à 6 pouces ou moins et visible du Psyker, puis jetez un D6. Si le résultat est supérieur à l'endurance de la cible, elle prend D3 plus 3 blessures mortelles. Si un personnage est tué par ce pouvoir, vous pouvez ajouter un Chaos Spawn de votre armée en la plaçant à 1 pouce ou moins du personnage avant qu'il soit retiré. Ensuite, on va avoir Prescience, qui a une valeur charge warp de 7. S'il est manifesté, choisissez une unité hérétique Astartes, attention au keyword, hein, à 18 pouces ou moins du Psyker, vous pouvez ajouter 1 au jet de touche pour cette unité jusqu'au début de votre prochaine phase psychique. Ensuite, Force Diabolique, qui a une valeur charge warp de 6. S'il est manifesté, choisissez une figurine hérétique Astartes à 12 pouces ou moins du Psyker. Jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, ajoutez 2 à la caractéristique de force de cette figurine et 1 à sa caractéristique d'attaque. Et enfin, Temps altéré, c'est de la merde, on va pas le dire. Bon, d'accord, c'est le truc pété, qui a une valeur charge warp de 6. S'il est manifesté, choisissez une unité hérétique Astartes à 3 pouces. Donc à 9 pour ce putain de codex de merde. Cette unité peut aussitôt se déplacer comme s'il s'agissait de sa phase de mouvement. Vous ne pouvez pas utiliser temps altéré sur une unité plus d'une fois par phase psychique, ce qui est complètement normal, surtout en fait pour ceux qui jouent en narratif. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette discipline de psychique ? Et comment elle se combine, on va dire, avec les autres? Bon, là encore, elle est super forte. On a 2 sorts qui font aussi du smite ciblé, qui est Regard Infernal et Don du Chaos. Donc, Don du Chaos, je l'ai mis en moyen parce qu'il n'est pas forcément facile à placer. Tu dois le passer et après tu dois faire un test d'endurance. C'est ça, il a courte portée, c'est pas forcément évident, c'est pas celui qu'on va prendre en premier, en tout cas quand on voit la foison de sorts qu'on a. Maintenant, intrinsèquement, un smite ciblé qui fait quand même beaucoup de mortels d'un coup, c'est quand même pas dégueu. Hein. Après, pareil, tu as quand même le Warp Time, qui est donc, enfin en tout cas le temps altéré en français, qui est si ce n'est, non, je ne peux pas le meilleur, mais en tout cas, ça fait partie des meilleurs sorts du jeu, hein, tout simplement. Avoir une deuxième phase de move, surtout quand tu as des princes démons, on le verra plus tard, et un Magnus, comme on en verra aussi. Qui passe facilement, hein. C'est sur du 6. Dans le codex, quasiment tous les gros psycheurs vont avoir un minimum de plus 1 ou vont pouvoir relancer. Exactement. Quand tu vois, pour d'autres codex, notamment les Eldar, c'est sur du 7.
là tu te dis c'est fort. Ah, c'est ultra fort. Et puis en plus, c'est une phase, attention, hein, c'est bien précisé, c'est comme une phase de mouvement. Donc quand on a le mot-clé vol, on vole aussi à cette phase-là. Hein. Donc on passe au-dessus des cordons et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que le sort est vraiment excellent. Prescience, super sort, puisque ça permet d'avoir +1 pour toucher, que ce soit au tir ou au cac, on le prend, hein, ça on va pas se mentir. Pareil, ça peut être très bien, comme on l'a vu, sur la mort aux faux empereurs, puisqu'à ce moment-là, la mort aux faux empereurs passe sur des 5 et plus sur des 6, donc ça il faut l'avoir en tête, et quand on joue contre Imperium, ça peut être pas mal, notamment sur un Prince Démon ou sur Magnus, hein, pareil. Et puis après, naturellement, tu l'as dit, Maléfice Fatale, c'est pareil, contre certaines armées, ça vous servira strictement à rien, hein, et puis d'ailleurs, vous ne le prendrez pas, donc vous en foutez. Merci pour ça. Mais par contre du démon, vous serez bien content de l'avoir. Bon, contre du Custodes, ce que j'allais dire, du Custodes, bon bah là c'est Game Breaker, quasiment. Hein. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, donc on joue après le Chapter Approve qui a mis le bouclier tempête à 2 points. Au lieu de 5 avant. Ouais. Exactement. Donc autant vous dire que l'Imperium, ils vont tous prendre quand ils pourront le bouclier tempête. Hein, ça, vous allez en manger et en remanger. Donc là, avoir ce sort-là, je peux vous assurer que sur beaucoup de parties, ça va vous faire du bien. Et donc c'est vrai que c'est un sort qui est pas facile à passer parce qu'effectivement, il passe sur du 8. Maintenant, c'est le sort sur lequel il va falloir claquer les stratagèmes dont on parlait tout à l'heure pour avoir des +2 ou ce genre de choses. En fonction de l'armée en tout cas. Voilà. On commence à deviner en fait une certaine forme de latitude basée sur le psy pour, dépendamment des match-ups, donc dépendamment de contre qui on va jouer, systématiquement avoir des choses à faire. Et c'est là où on va commencer à voir que le codex est très sympa, c'est que justement c'est cette latitude, c'est cet énorme justement éventail de choses et de possibilités. Et ça c'est super cool. Totalement. Et puis effectivement, après, on va choisir. Il y a des sorts qui vont être plus utiles dans certaines aussi listes d'armées que dans d'autres. Tout à l'heure, manipulation temporelle, je mettais que c'était moyen parce que c'est pas non plus le sort waouh comme on vient de les voir. Il y en a certains, ils sont vraiment très forts de base. Mais une manipulation temporelle, quand on joue un Magnus et que sur une partie, on peut lui rendre peut-être, même si on n'a pas beaucoup de chance, 4, 6 points de vie. Ah, ça fait la différence. Ah oui, ça fait la différence. Mais même sur un Predator. Ouais, complètement. On t'a pas séché ton Predator, tac, tu le soignes. passes sur la tranche d'au-dessus. Exactement. Et tu n'as pas un palier dégressif. Donc, complètement. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. On enchaîne avec la dernière discipline de Psy, c'est la discipline de Tzench, donc la discipline de ce dieu pour les démons. On commence avec Bienfait du changement, qui a une valeur chargeable de 7. S'il est manifesté, choisissez une unité démon de Tzench ami à 18 pouces ou moins du psychiatre et jetez 3 dés. Consultez le tableau. Sur un 1, il y aura plus d'attaque. Sur un 2, il y aura +1 en force. Et sur un 3, il y aura +1 en endurance. Ensuite, on va avoir Éclair du changement, qui a une valeur chargeable de 9. Ici, manifesté, choisissez un ennemi à 18 pouces et visible du psycheur. Elle subit D3 blessures mortelles. Et si c'est un personnage est tué par ce sort, alors on pourra à la place placer un Chaos Spawn. Ensuite, on va avoir Regard du destin, qui a une valeur chargeable de 6. S'il est manifesté, vous pouvez relancer un jet de dés plus tard pendant votre tour. On va expliquer après pourquoi est-ce que c'est très fort. Ensuite, on a Trahison de Tzench, qui a une valeur chargeable de 8. S'il est manifesté, choisissez un personnage ennemi à 18 pouces ou moins et visible du psycheur, à l'exclusion du seigneur de guerre. Jetez 2d6. Si le résultat est supérieur au commandement du personnage, vous pouvez le traiter comme une figurine amie de votre armée à votre phase de tir, charge, combat. À la fin de la phase de combat, le personnage redevient une figurine ennemie. On va très rapidement s'arrêter dessus, donc il faut savoir que si jamais il est à moins d'1 pouce d'une figurine du mec qui l'a peint, on va dire ça comme ça, qu'il a acheté quelque part, et bien il sera quand même considéré comme une figurine ennemie. Et donc le gars sera obligé de taper dessus en fait. Parce qu'à Warhammer, on est obligé de taper avec toutes ses armes si on peut le faire. On n'est pas obligé de pile-in et donc de se rapprocher avec tout le monde, mais ceux qui sont éligibles doivent taper. Ensuite, on continue avec Flamme Vacillante, qui a une valeur chargeable de 5. S'il est manifesté, choisissez une unité démon de Tzench ami à 18 pouces ou moins du psychiatre jusqu'à votre prochaine phase de psychique. Ajoutez 1 au jet de blessure pour les armes de tir de cette unité. Et enfin, Portail Infernal, qui est le même que celui des Great Knight, qui a une valeur chargeable de 8. S'il est manifesté, identifiez la figurine ennemie la plus proche à 12 pouces ou moins est visible du psycheur. L'unité de cette figurine et chaque unité amie ou ennemie à 3 pouces ou moins de cette figurine subit des 3 blessures mortelles. A savoir que si on fait 12 ou plus sur ce sort, les D3 passeront des 6 blessures mortelles. On a donc fait le tour là des 18 sorts. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà pour clôturer sur la discipline de Tzench et ensuite comment combiner un petit peu les trois? Alors sur Tzench, j'ai mis aussi pas mal de pouces levés. Maintenant, c'est parce que le sort est bon en lui-même. Maintenant, on va pas forcément le prendre si on joue monodex Thousand Sun. C'est souvent des bons sorts pour combiner avec la partie démon ou en tout cas invocation qu'il peut y avoir dans le dex. Donc on va pas tous les prendre. Maintenant, ceux sur lesquels on peut faire un petit focus, c'est le portail infernal, très fort, notamment contre les armées qui sont paquées. Je pense au taux, au gunline en règle générale aussi, où là, ça vaut vraiment le coup de balancer ce sort. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des stratagèmes qui permettent d'avoir des +1, +2 à leur casse.
Il y a aussi des personnages qui lancent leur sort à +1 ou +2, donc on peut monter jusqu'à +4. Ce qui veut dire que sur un sort où c'est 12+, il faut juste faire un 8 sur les dés. Ça peut se manquer, mais ça peut se réussir. Et quand ça se réussit à D6 en zone, Tu peux l'adversaire... sniper des personnages aussi, hein, dépendamment de comment est-ce que tu mets. C'est la figurine la plus proche et les unités proches de cette figurine. C'est pas unité, c'est figurine, donc il y a quand même moyen de sniper des Exactement. personnages. Après, il y a l'autre sort qui est très bien, qui est Regard du Destin. Tu en as parlé, qui permet de rejeter un jet de dés. On en reparlera tout à l'heure, mais ce sort, c'est une obligation d'avoir aujourd'hui dans le codex quand on joue pure Thousand Sun. On a reparlé du sort de Smite ciblé. Alors, à noter que dans le codex, ils mettent Charge Warp 9, il est passé à Charge Warp 8. Donc, je ne sais plus si c'était dans la dernière fac ou l'avant-dernière fac, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est 8, donc un peu plus facile à passer. C'est encore une source de Smite visible. Après, le dernier dont je voudrais parler, donc ça fait encore 4 sorts, ils sont très bons, c'est effectivement celui qui permet de contrôler un personnage ennemi qui n'est pas le seigneur de guerre. Pourquoi est-ce que c'est très fort? C'est parce qu'aujourd'hui, dans la méta, il y a certains codex, je pense à un particulièrement, qui est l'IK, où certains joueurs vont mettre leur IK en personnage. Et là, quand c'est un personnage qui n'est pas votre seigneur de guerre et que vous prenez en contrôle l'IK, je peux vous assurer. Il y a une jouissance intérieure. Ah, il y a une jouissance intérieure et l'adversaire, il est vraiment dégoûté. Parce que, comme tu l'as très bien dit, déjà on va faire la full phase de tir. Donc déjà avec l'IK, sur ces IK, on est content. Potentiellement, s'il n'est pas trop loin, on va charger son IK avec ton IK et il est obligé de se taper. Hein. Donc au bout d'un moment, ces deux IK, ils s'affrontent. Enfin, là, je prends le schéma ultra rentable. Donc ce sort, il est merveilleux pour ça. Et en plus, beaucoup de joueurs, parfois, ne vont pas le voir venir, tout simplement. Donc, et puis, pareil, on se dit qu'il faut faire plus que le commandement adverse. Donc on se dit, bon, comment ça peut être 9. C'est pas forcément évident de faire 10, 11, 12. N'oubliez pas qu'on a la reroll du sort qu'on avait juste avant, qui peut être utilisable à ce moment-là. On a aussi le petit chamallow qu'on peut utiliser. Donc ça fait 2 rerolls potentiels pour dépasser le commandement. Et sur certaines phases de jeu, c'est exceptionnel. Et pour clôturer, déjà on l'a vu, il y a énormément de sorts qui sont très 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 bons. Donc ce que ça veut dire, bon, on l'a compris, mais en tout cas vous allez jouer beaucoup de Psykers. Hein, ça, dites-vous. Combien de sorts par tour à peu près? Alors, on va dire qu'on Sur un format de 1500 à 2000 points. Au moins 7-8. Ça, c'est le minimum. Après, si c'est des formats un peu plus élevés, on va monter à 10-11 sans aucun problème. En fait, ce qui va nous limiter, ce qui est clair aujourd'hui, c'est pas le fait que les sorts soient bons ou mauvais. Ce qui nous limite, c'est la capacité à mettre assez de Psyker dans son armée avec les points qu'on a sans déséquilibrer totalement son armée. Donc c'est là où il faut faire le bon mix. Après, la seconde chose à savoir, c'est que les 3 domaines psychiques qu'on vient de voir sont utilisables par tous les personnages, sauf la discipline de Tsench, qui est utilisable, elle, que par les Psykers démons. Psyker démon dans le codex, il n'y en a que 2 en fait. C'est les princes démons et Magnus. Donc c'est aussi là où c'est important de l'avoir en tête, notamment ce que je vous ai dit, il y a quelques sorts qui sont quand même très très bons dedans et qui sont des must-have. Donc ça signifie qu'il faudra avoir au moins un prince démon dans son armée liste pour vraiment pouvoir jouer pleinement son codex. Il existe des moyens de contournement type invoquer un psyker démon. Après, ça reste quand même tiré par les cheveux. Vous pouvez aussi très bien les prendre en allié. Et c'est un codex qui se marie super bien avec les alliés, hein, de toute façon. Exactement. Après, il y a un autre petit trick, puisqu'on le verra après. Il y a un stratagème qui permet de changer un pouvoir psy en cours de partie. Et dans le wording, on peut prendre n'importe quel sort. Donc même un Psyker qui n'est pas démon à la base peut potentiellement prendre un sort qui est de la discipline de Tsench. Donc ça, c'est un peu fort aussi. Mais globalement, il vaut mieux comme avoir un prince démon. On enchaîne maintenant avec les stratagèmes du codex, puisque tu as commencé à en parler. On en a chacun sélectionné une partie pour les génériques, et derrière, à chaque fois qu'on s'arrêtera sur un datasheet qui est éligible à un stratagème, on en parlera. Le premier sur lequel on va s'attarder, c'est le grand sorcier, qui ne vaut que 1 PC. Utilisez ce stratagème à la fin de votre phase psychique. Choisissez un psyker Thousand Sun de votre armée. Ce psyker peut immédiatement tenter de manifester un pouvoir psychique supplémentaire à ce tour. Et ça, c'est bourré de tricks, parce que typiquement, votre adversaire vous dit il te reste combien de sorts à lancer? 3, d'accord, donc il va tenter lui, par exemple, c'est 3 dissipations, et toi tu le surprends avec un petit chamallow, et il est complètement dépité. Maintenant, il faut quand même voir que le sort qu'on va tenter ne peut pas avoir été tenté précédemment dans le tour. Non. Mais vu le portefeuille de sorts, c'est quand même très très bien en termes de tricks. Déjà, il y a plein de tricks, et on le verra après avec un autre stratagème, et on reviendra dessus. Il y a aussi un truc qui est vachement fort là-dessus, c'est qu'au bout d'un moment, comme on l'a dit, on veut faire du smite, parce que le smite passe tout le temps à 5. Donc quand même, quasiment, on aimerait que tous ces psykers puissent smiter. Ouais. Mais on est aussi obligé de buffer, parce qu'on a vu qu'il y a d'autres sorts et tout ça. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, surtout sur les premières parties où les buffs sont très importants, enfin les premiers tours en tout cas, et où en fin de partie, parfois c'est un peu moins important, balancer tout de suite tous ces buffs, plus derrière un petit smite en plus qu'on n'a pas vu venir, ou pourquoi pas, hein, tout simplement, t'as parlé tout à l'heure d'un warp time qu'on n'a pas casté, le joueur il se dit, ah bah tiens, il n'a pas fait son warp time, je vais lui dissiper, c'est ton dernier sort, oui, ah attends, un petit point de commandement, finalement mon prince démon, il bouge de 12 et puis il vient.
c'est pareil. Ou l'inverse, excuse-moi, il me restait un sort à dissiper, ouais, mais moi j'arrête. Donc t'as ce man game en fait, qui commence à s'installer avec son adversaire. C'est un codex de fond. Ah bah c'est de Sench. Je voulais parler d'un autre stratagème qui est rayon scintillant. Utilisez ce stratagème en phase de tir. Si votre seigneur de guerre est un Thousand Sun et ne s'est pas déplacé lors de votre phase de mouvement, au lieu de tirer avec ses armes, choisissez 2 points du champ de bataille à 9 pas l'un de l'autre et visibles par votre seigneur de guerre, puis tracez une ligne imaginaire de 1 mm de large les reliant. Jetez un D6 pour chaque unité traversée par cette ligne, en soustrayant 1 au résultat si l'unité est un personnage. Sur 4+, l'unité subit D3 blessures mortelles. Vous ne pouvez utiliser ce stratagème qu'une seule fois par bataille, c'est 3 points de commandement. Alors, c'est un stratagème que j'aime beaucoup sur, comme je disais, encore les gunlines. Hein, j'aime pas les gunlines. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, le jeu il est basé sur des bulles de reroll, donc l'adversaire va vouloir jouer paquet. Et s'il n'a pas forcément en tête que vous pouvez lui faire des mortels, ça peut bien l'embêter. Moi, je pense encore une fois au taux, hein, parce que le taux, quand vous jouez contre un taux, vous verrez, hein, il joue dans sa bulle, dans son quart de table, de toute façon, et puis il ne veut pas trop en sortir son quart de table. T1, ça peut voir le coup, vraiment, parce que 9 pas, c'est quand même relativement long. Donc on peut prendre beaucoup d'unités si on fait une bonne diagonale. Après, c'est sûr, c'est du 4+ pour des 3 mortels. Il suffit, mais quand même, qu'on réussisse un peu sur quelques jets de dés, on met les D3. Après, les personnages, les snipés, c'est la petite cerise sur le gâteau, parce qu'il faut faire un 5, mais on ne sait jamais. En fait, c'est surtout que c'est avant ta phase de tir. De toute façon. C'est au début de ta phase de tir. Tu vas mouvement. pouvoir clean pour derrière peut-être justement aller sniper un personnage en amenuisant une certaine partie d'une gunline en fait. Et ça, c'est positif. Et puis surtout, pour terminer sur ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est qu'on a les smites qui sont ciblés. Hein, n'oubliez pas, à 24 pas. Sachant qu'on a des psychers, on va le voir après, mais qui bougent parfois de 12. Donc ça fait 36 pas. Donc c'est vrai que si évidemment grâce à ça, avant la phase de mouvement, on a eu la chance, entre guillemets, de mettre 1 ou 2 blessures mortelles, voire 3 blessures mortelles sur un personnage important de l'adversaire, derrière, on a très très envie de l'achever à la phase de psy avec justement le bon sort qui va bien. On continue avec Familier du Chaos qui ne veut que un point de commandement. C'est le stratagème dont tu as parlé tout à l'heure. Utilisez ce stratagème au début de votre phase psychique. Choisissez un Psyker Thousand Sun de votre armée. Cette figurine peut remplacer un seul de ses pouvoirs psychiques par un pouvoir psychique de votre choix, de la discipline Dark Erecticus, Changement ou de Zench. Et c'est là où ça va devenir très très fort. On y reviendra, mais on a des petits sergents d'unité qui sont personnages, qui vont être bridés, on va dire, à certains sorts. Et bien ici, on va être capable, après les avoir fait arriver, soit d'une frappe en profondeur, soit sortir d'un rideau, et de changer de sort pour faire une mauvaise surprise à son adversaire. Il y a plein de tricks là-dessus, mais vraiment, là où ça peut vraiment être entre guillemets sale, mais vous prenez justement, vous jouez contre de l'Imperium où il y a beaucoup de sauvegardes invulnérables. Au début, avec votre adversaire, vous n'avez pas pris justement Desex, le pouvoir dont on parlait, qui annule les invulnérables. Le joueur, il va peut-être jouer plus agressif parce qu'il va dire tiens, il l'a pas pris, j'arrive, j'avance. Et là, ah en fait, je te l'ai pas dit, mais je prends un point de commandement, finalement je l'ai. C'est dommage. Mais c'est con parce que je veux dire, c'est typiquement, c'est le truc, c'est. En fait, c'est Zench. Et c'est ça qui est génial en fait. C'est bourré de mind game où vous allez justement, par un certain nombre de détours, fister votre adversaire. Et ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, s'il ne le voit pas venir, c'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même. C'est un codex, même si vous ne jouez pas le codex, ça vaut le coup de regarder les stratagèmes pour ne pas vous faire avoir en tout cas. Parce que la plupart du temps, comme un joueur qui est cordial, il va quand même vous dire attention, je peux faire ci, je peux faire ça, il peut prévenir. Si jamais vous tombez sur des joueurs qui ne vous disent pas tout ce qu'ils peuvent faire et ça arrive, c'est toujours mieux quand même de savoir ce que vous pouvez vous prendre dans les dents. Voilà. Donc le quatrième sur lequel on voulait faire un focus, c'est, il est connu par beaucoup de joueurs, c'est Vétéran de la longue guerre. Utilisez ce stratagème lorsqu'une unité d'infanterie Thousand Sun est choisie pour attaquer en phase de tir ou de combat. Vous pouvez jeter un au jet de blessure pour cette unité jusqu'à la fin de la phase. Bon. T'as vu, t'as appuyé sur phase. Tu vois, il y avait de la haine dans ce que t'as dit. Ah, parce qu'il est trop bien. Non, mais... Il est super fort celui-là. Celui-là, il est fort sur tout. Il est fort pour... Il est fort sur du cultiste parce que tu vas passer le fait de blesser sur du 5 à 4. Il est fort parce que sur du canon laser, tu vas blesser de 3 à 2, donc tu vas tout fiabiliser. Il est fort tout le temps. Donc par exemple, si on prend les Tsangor, qui eux ont un stratagème qui d'ailleurs pour 2 et pas 3 PC, vous faire enculer, hein voilà, ils vont pouvoir taper 2 fois. Et sur leurs 2 phases de corps à corps, ils vont avoir +1 pour blesser. Exactement. Et ça, c'est juste extraordinaire. Après, c'est très bien aussi sur des unités de Rubric Marine si vous voulez jouer, si vous jouez une grosse unité, parce que ça veut dire que en fait, les tirs qu'ils ont sont force 4, PA-2. Et donc sur du tank, la plupart du temps, vous blessez sur du 5, donc sur du 4. PA-2, le tank, la plupart du temps, il ne va pas aimer. Ouais. Donc, c'est pas opti de le faire là-dessus, mais ça peut justifier au bout d'un moment, si on n'a pas d'assez d'anti-tank chez soi, de le claquer pour tomber le Rhino, le Predator, enfin en tout cas peu importe, mais ce qu'il y a en face, ça peut justifier, donc c'est vraiment très bien. On termine donc avec le dernier stratagème qu'on voulait mettre en valeur, infiltration dans la toile. C'est tout simple, ça permet de mettre 1 ou 2 unités d'infanterie
en FEP qui arriveront donc au deuxième tour à plus de 9 pas de l'adversaire. Si on met qu'une unité, ce sera 1 point de commandement. Si on veut mettre 2 unités, ce sera 3 points de commandement. C'est un stratagème qui est très fort. On verra aussi, pareil, en fonction des unités qu'on a dans son armée, mais globalement, on peut le jouer. Alors, ce qui est génial, c'est que les Eldar, c'est depuis la toile, eux, c'est dans la toile. C'est-à-dire que toi, tu rentres. Il n'y a pas de tendresse là-dedans. Parce que c'est Ahriman. Ahriman, il s'est un peu infiltré et il connaît dans le fluff. Donc c'est pour ça. Rentrer. Ah bah, il ne sait pas comment ressortir. Ce qui est très très fort quand même, si justement on pourra dessiner ça sur chacune des unités qui seront éligibles. On est quand même dans l'ère de la Big Fag, du Chapter Approve. Vous n'avez le droit d'arriver des renforts qu'à partir du tour 2 et à plus de 9 pouces de l'ennemi à la fin de votre phase de mouvement. Donc ça va nécessiter de temporiser, mais maintenant on est sur un codex qui va de toute façon devoir temporiser en général jusqu'au tour 2 avant de tout mettre dans la tranche de son adversaire. Exactement. On enchaîne ensuite avec les traits de seigneur de guerre qui peuvent être assez structurants dépendamment de la façon dont on va avoir envie de les jouer. On commence par arrogance des Zéons, relancer les tests d'abjuration ratés effectués par ce seigneur de guerre. Corps inaltérable, réduisez de 1 les dégâts subis par votre seigneur de guerre jusqu'à un minimum de 1. Marche éthérique, votre seigneur de guerre peut advancer et charger au même tour et peut relancer les jets de charge ratés. 4. Seigneur du savoir défendu, votre seigneur de guerre connaît un pouvoir psychique supplémentaire. 5. Préscience d'outre-monde, améliorez de 1 la sauvegarde invulnérable de votre seigneur de guerre, encore plus, jusqu'à un maximum de 3+. Et enfin, 6. Au magistère, ajoutez 1 au test psychique effectué par votre seigneur de guerre. On y reviendra tout à l'heure, mais Ahriman, en tout cas les personnages nommés, ont l'obligation, quand ils sont seigneurs de guerre, d'avoir certains traits spécifiques. Au début, on était plutôt mitigé quand même avec pas grand chose, et derrière on se retrouve avec un seigneur de guerre, si tu veux le rendre agressif, qui peut advance charge, relancer les jets de charge ratés, qui connaît un sort de plus, un qui va avoir plus 1 sa sauvegarde, sous-entendu les deux Zenj, donc il aura quasi systématiquement une 3+ invulnérable, et un autre qui permet d'avoir plus 1 pour lancer ses sorts. Ouais. Donc que des styles de jeu différents, mais qui sont très sympathiques. Exactement. Alors après, de toute façon, je pense qu'on reviendra en fonction des QG qu'on va jouer. Hein. Mais il y en a un qui est vraiment tout le temps bien, c'est quand même le Haut Magistère, finalement, qui est très polyvalent. Les deux autres sont très agressifs, et là, ce sera vraiment en fonction de son style de jeu et du QG qu'on va jouer avec. Yes. On a parlé des personnages, on enchaîne avec les reliques, les artefacts ésotériques. Ici, il y en a 6. On ne va s'attarder que sur 2. Le premier va être cristal de matière noire. Une fois par bataille, à la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez choisir le porteur ou une unité d'infanterie Thousand Sun ami à 12 pouces. Retirez cette unité du champ de bataille et placez-la aussitôt n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Cela ne compte pas comme battre en retraite si l'unité était à 1 pouce ou moins d'une figurine ennemie. Donc ça va vous permettre et de désengager et aussi, surtout dès le tour 1, puisque vous êtes sur table, de vous téléporter. Et en termes de force de projection, bah, c'est quasiment la seule chose qui te permet de le faire en plus d'un Warp Time. Et donc c'est très 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 fort. Exactement, ça permet de faire l'agression T1. On le verra en fonction des unités qu'on a, mais la plupart du temps, on va jouer des Tsangor, mais pas forcément que ça. Mais en tout cas, comme tu le dis, agression T1. L'autre chose aussi qui est pas mal, si en tout cas on ne va pas en agression T1 et qu'on se dit qu'on veut attendre le T2 pour vraiment tout envoyer, c'est que ça marche aussi sur le porteur. Il faut quand même juste préciser qu'on est dans l'ère de la Big Fac numéro 2 et du Chapter Approve et qu'il est impossible, une fois qu'on est arrivé des renforts, de rebouger. Donc on ne peut plus utiliser l'objet pour se barrer, se mettre à 9 pouces de l'ennemi, se passer un petit Warp Time sur soi-même pour se rapprocher. Ça n'est plus possible. Et enfin, la deuxième relique dont on voulait parler, c'est Home du troisième œil. Si votre armée est réglementaire et que le porteur est sur le champ de bataille, jetez un D6 chaque fois que votre adversaire utilise un stratagème. Sur 5+, vous pouvez gagner un point de commandement. Il faut savoir que, comme on l'a dit précédemment, on est dans l'ère de la Big Fac et du Chapter Approve, et maintenant ce genre de mécanisme marche au maximum une fois par round. Exactement. Pas par tour, par round. Au maximum, vous pourrez en gagner entre 5 et 7, dépendamment du durée de la partie. Lequel tu prendrais de façon systématique et lequel tu prendrais de façon plus situationnelle? Le cristal de matière noire est no brain. Il faut le prendre tout le temps. Quelle que soit son armée, c'est vraiment la relique à prendre. Après, l'homme du troisième œil se justifie pour un point de PC, c'est-à-dire qu'on le prendrait en second artefact avec le stratagème qui permet donc d'en prendre un deuxième pour un point de PC, pour un point de commandement, pardon. Celui-là se justifie en fonction de l'armée qu'on va affronter. C'est-à-dire que clairement vous tombez contre un joueur qui va jouer une brigade ou qui va jouer un double bataillon, ça vaut le coup. Quelqu'un qui joue qu'un simple bataillon, déjà c'est-à-dire qu'il a que 8 points de com, c'est plus compliqué. Après, c'est pareil, il faut quand même bien connaître les codex adverses pour savoir quel type de stratagème le joueur va jouer. Pourquoi? Tout simplement, quelqu'un qui va jouer des stratagèmes, j'en sais rien, qui arrive avec 12 points de commandement. Mais vous savez que ces stratagèmes, c'est du 3 points de commandement par 3 points de commandement. Vous doutez bien que très rapidement, ok, il en a 12,
mais quand à sa première phase, il va déjà en claquer 6 voire 7, donc il ne restera plus que 5. Donc là-dessus, en plus, il a fait que 2 ou 3 stratagèmes, donc c'est que 2 ou 3 jets de dés, donc c'est potentiellement 1, mais bon, faut pas non plus pas avoir de chance. Et derrière, en fin de partie, il n'y aura plus beaucoup de points stratagèmes, donc derrière, on fera plus le jet de dés, puisque des points de commandant, pardon, donc on fera plus beaucoup de jets de dés. Donc la relique, en fait, était très bien avant justement la fac, ou qui a nerfé ça à cause effectivement d'autres codex qui en abusaient. Aujourd'hui, ça reste un bon artefact, mais il ne faut pas le prendre tout le temps, il faut savoir contre qui on joue et avoir une bonne analyse des stratagèmes que va jouer l'adversaire. Pour résumer, est-ce qu'il va lisser l'utilisation de ces stratagèmes sur un nombre de tours assez conséquent ou pas? Exactement. On était déjà assez profond dans le codex, mais maintenant on va rentrer vraiment dans le dur en s'attaquant au datasheet. On commence par les choix de QG. La première datasheet de ce codex, c'est Ahriman. Une des pépites quasi auto-include de ce codex. Il faut savoir qu'Ahriman a 2 profils. Le premier, c'est à pied à 131 points. Le deuxième, c'est en disque à 166 points. Il a un profil assez standard finalement. Il bouge de 6 à 12 quand il est sur disque. Il touche à 2 plus au corps à corps, 2 plus au tir, force 4, endurance 4, 5 points de vie, 4 attaques, commandement 9 et une sauvegarde à 3. Il est équipé du bâton noir d'Ahriman qui fait force plus 2, PA-1, damage directement 3, versus les armes de force, c'est quand même carrément meilleur. Ensuite, il a quelques petites règles assez sympathiques. En aptitude, il va avoir Moro faux empereur, tu en as parlé tout à l'heure. Archi-sorcier de Diane, vous pouvez ajouter 1 au test psychique et d'abjuration effectué par Ahriman. Symbole de corruption, il a une sauvegarde invulnérable à 4. Son trait de seigneur de guerre, si jamais vous le choisissez pour être un petit peu l'élu de votre armée, c'est qu'il va avoir plus 1. Il aura donc une invulnérable à 3, uniquement s'il est seigneur de guerre. Et ensuite, Feigneur des Thousand Sun, vous pouvez relancer le jeu de touche de 1 pour les unités Thousand Sun, amis à 6 pouces ou moins d'Ahriman. Donc en plus d'être un gros ton en magie, un petit peu au corps à corps, c'est un capitaine Space Marine le gars. Au niveau de la magie, ce qui va aussi faire la richesse de ce personnage, c'est le fait qu'il connaît et il peut lancer 3 sorts et qu'il peut aussi tenter d'en abjurer 3. Il a accès à Châtiment et à la discipline Changement et Dark Erecticus, t'en parlais tout à l'heure, il n'a pas accès à celle des démons. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce petit gars? Alors déjà, je dirais pas ce petit gars. C'est vrai. Déjà, je dirais... Il sait où j'habite. Non mais Ahriman, bon déjà, on va pas trop rentrer dans le fluff, mais c'est quand même un personnage dans 40 000 qu'on retrouve partout depuis 10 000 ans. Il a l'origine des rubriques Marines. Aujourd'hui, il va dans la toile avec les Arlequins et ainsi de suite. C'est le Belisarius Call chaotique en fait. Ouais, c'est vraiment un personnage ultra charismatique. Vraiment, on a envie de le jouer déjà pour ça. Quand on lit un peu le fluff, on se dit Ahriman, il n'est pas là pour rigoler. Et ça tombe bien, parce que pour le coup, ils l'ont bien retranscrit Games Workshop. C'est auto-include. Vous ne cherchez pas à comprendre. Le premier QG que vous prenez, c'est Ahriman. Tout simplement parce que quand il vole à 12 pas à 166 points, il a ses 3 sorts, il a plus 1 au casting. Plus 1 au casting, c'est hyper important, on l'a vu. Hein, les sorts sont bons, mais ils sont quand même relativement difficiles à placer pour certains. Donc le plus 1, vous en avez vraiment besoin. À côté de ça, il dissipe 3 fois, aussi à plus 1. Donc quand vous jouez contre d'autres adversaires qui jouent du psy, voilà. GK, tout ça, c'est infernal. Voilà, c'est compliqué. Donc vraiment, alors après, voilà, c'est pas le ton de corps à corps. Maintenant, contre certaines armées, il faut y aller, il faut l'envoyer, hein, parce que mine de rien, il est force 6, donc quand on endurance 3, il fait ses attaques, il fait ses flat 3, et ainsi de suite, c'est pas dégueu. Contre du tank ou du véhicule léger aussi, pourquoi pas, à réfléchir. Hein, un avion qui passe, pourquoi pas. Donc il est vraiment très polyvalent, c'est vraiment le couteau suisse, il faut l'avoir. Alors pour conclure quand même sur Ahriman, je voudrais préciser quelque chose aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de le jouer. On peut le jouer en version buffer, en mettant tous les buffs qui vont bien. Et il y a la version qui, je pense, est vraiment très bien aujourd'hui, qui est la version sniper. Qu'est-ce que c'est la version sniper? C'est tout simplement vous prenez tous les sorts qu'on a vus avant qui peuvent cibler l'unité qu'on veut et donc potentiellement un personnage derrière les lignes ou derrière les cordons. Pourquoi est-ce que c'est très fort? Il bouge de 12, avec une advance il peut bouger de 15 et ses smites c'est du 24 pas. Donc potentiellement on va dire qu'il a une zone d'effet de 39 pas. 39 pas quand vous avez 3 sorts qui peuvent faire de la mortelle ciblée, ça permet quand même entre guillemets assez facilement de virer le perso qu'on veut virer chez l'adversaire si le mec n'a pas fait gaffe, qu'il l'a mal placé, qu'il n'est pas hors de vue. Bon, qu'il n'a pas de décor pour le cacher aussi tout simplement. Voilà, qu'il joue dans la pampa. Mais non mais après... C'est comme tout, on tombe sur un très bon joueur qui, si vous pouvez le faire, il planquera vraiment derrière le truc, ça ne marchera pas. Maintenant, au bout d'un moment, vous tombez sur un joueur qui est obligé de sortir son perso, qui a mal fait sa bulle, je peux vous assurer que même... Alors, je ne vais pas reprendre les taux, parce qu'on sent que je les aime pas. Mais une autre armée, n'importe laquelle, qui joue sur des bulles, même vous tuez un lieutenant de base chez les Space Marines qui reroll les 1, vous lui snipez, je peux vous assurer que le Space Marine, il n'est pas content. Donc, et ça, Ahriman, pour ça, vu qu'il a plus 1 à ses castings,
les sorts il les passe facilement, il est quasiment sûr de les passer. En tout cas, c'est une bonne config aussi à avoir en tête. On va passer au-dessus du Prince Démon pour s'attaquer au Sorcier Exalté, qui est un petit peu le Ahriman générique. Lui, c'est pareil, il a deux façons d'être joué, soit à 120 points, soit à 140 points sur disque. On va ici s'arrêter que sur la version sur disque à 140 points. Il a un profil un petit peu similaire, puisqu'il il touche à 2 au corps à corps, 2 au tir, force 4, endurance 4, 5 points de vie, 4 attaques. Lui, par contre, il a un sceptre de force, ça fait qu'il est que force plus 2, PA-1, damage D3 et pas directement 3. Au niveau de ses aptitudes, il va avoir mort au faux empereur, faveur de Zench, ses figurines sauvegarde invulnérable à 5. Si jamais on veut le rendre un peu plus tanky, comme on l'a vu tout à l'heure avec les différents traits de seigneur de guerre, on va soit pouvoir lui mettre un +1 pour les sorts, soit une invulnérable à +1, donc seulement à 4 ici. Ensuite, il va avoir aussi la règle seigneur des Thousand Sun, qui fait qu'il va pouvoir permettre aux amis à 6 pouces Thousand Sun de relancer les jets de touche de 1. Lui, par contre, ne connaîtra et ne pourra lancer que 2 sorts et a accès exactement au même domaine psychique. Moi, ma question, c'est, tu lui as clairement léché le cul. Ahriman, 166 points, là, 140 points. Qu'est-ce que tu choisis? Ah bah, je choisis Ahriman. Systématiquement? Ah bah, en fait, oui. Non, oui. Okay. Non, c'est pas ça. C'est que celui-là, on va le voir, si on n'a pas fait tous les QG, finalement, il se situe le cul entre deux chaises, entre le Prince Démon, qui est un peu plus cher que lui, mais qui envoie beaucoup plus la sauce au corps à corps, et finalement le Sorcereur, qui est beaucoup moins cher que lui, qui n'est pas aussi bon que lui au CAC, mais qui en termes psy va apporter la même chose. La seule différence que lui va apporter par rapport, on va dire, à un sorcier de base, c'est que potentiellement on met sur un disque, donc potentiellement il bouge de 12, ce qui est très utile. Voilà. Et la relance D1. Et la relance D1. Mais après la relance D1, finalement, on a Ahriman. Si on prend un Prince Démon, on va aussi l'avoir. Donc on n'a pas forcément besoin d'un autre QG qui va le faire. Après, on peut aussi se dire qu'on veut le prendre à pied. Si on est décidé de jouer, j'en sais, 3 Predators canon laser et qu'on veut un Babysitter qui relance les 1 chez soi, c'est le QG le moins cher pour le faire. C'est marrant, excuse-moi, mais c'est très bien. Relance D1 plus un sort, relance D1 plus un préscience dans ta gueule. C'est ça. Alors 120 points, ça reste un peu cher, mais pourquoi pas. Voilà, après c'est l'optique. On revient justement dans l'ordre des datasheets, on va s'attaquer au Prince Démon. Ici, de toute façon, quel que soit le codex, on le conseille systématiquement avec des ailes. Il bouge de 12 avec les ailes. Il permet, tout comme les figurines dont on vient de parler, de relancer les 1 pour les unités Thousand Sun et Démon. Attention, à 6 pouces de lui. Sinon, lui, c'est un gros ton puisqu'il va avoir 4 attaques qui touchent à 2 au corps à corps, 2 au tir, force 7, endurance 6, 8 points de vie. Donc il est inciblable, c'est un personnage. Commandement de 10, c'est une sauvegarde à 3+. Il a une sauvegarde invulnérable de base à 4+. Comme on en a parlé tout à l'heure, si vous mettez seigneur de guerre, vous pouvez vraiment en faire pas mal de choses. C'est peut-être lui en fait qui va avoir le plus de latitude dans sa façon de jouer. Exactement. En fait, soit plus tanky avec une invulnérable à 3, soit meilleur psycheur avec plus 1 au sort, soit meilleur au corps à corps puisque plus agressif avec un advance charge et relance des charges. Au niveau de sa façon de l'équiper, c'est là où il y a débat même si tout est bon, puisqu'il va être équipé d'une hache démoniaque qui fait plus en force, donc passant sa force à force 8, PA-3, damage directement 3, par contre il aura moins 1 pour toucher. L'épée infernale qui est force 7, PA-2, damage directement 3, et les serres maléfiques qui permettent d'ajouter 3 attaques supplémentaires quand on en a 2, pour être force 7, PA-2, damage 2. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce beau bébé? Bon, déjà pour moi, il auto-include comme Ahriman si on peut le jouer. Première raison, comme on l'a dit quand on parlait des disciplines psychiques, c'est le seul qui a accès à la discipline de Tsench à part Magnus. Donc, et vous voulez vraiment avoir le sort qui permet d'avoir une reroll gratuite. Ensuite, c'est une brute de corps à corps. Dans le codex, il n'y en a pas d'autres. On va pas se mentir, hein. Il y a Magnus. En fait, Magnus, il fait dire un truc. Un mec qui est sympa, Magnus. Un mec qui est un peu égoïste, c'est le Primarque, c'est normal, c'est le Primarque. Bon, voilà. Donc voilà, mais c'est clair que c'est la bête de corps à corps. Donc après, il y a la question de comment je l'équipe. Est-ce que moi, ma préférence, c'est le double serre ou l'épée? Ça va dépendre, il y a débat. La hache, certains joueurs vous diront que c'est bien parce que dans leur méta local, ils l'aiment bien, ils veulent la jouer. Moi, je suis moins fan. Je dirais que dans une optique de tout venant, vaut mieux le double serre. C'est le plus facile à jouer, parce qu'il y a plus d'attaques, tout simplement. Après, dans une optique de vouloir cintrer de l'élite, l'épée se justifie, puisque c'est flat 3, et aujourd'hui, beaucoup d'élites ont 3 points de vie. Donc dès que le mec va manquer sa sauvegarde, il perd sa figurine d'entrée, on est content. Voilà. Après, là, je voudrais revenir sur les traits de seigneur de guerre, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de façons de le jouer. Moi, aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime bien jouer plutôt avec 3 Psykers, pour ne pas le mettre lui en seigneur de guerre, tout simplement parce que pour le rentabiliser, il y a certes la partie psy, parce qu'il balance 2 sorts, hein. Il ne faut pas oublier que c'est le seul quand même Prince Démon chez Space Marine du Chaos qui balance 2 sorts. Et avoir une invulnérable à 4 natif. Exactement, donc c'est quand même un super gros ton, au corps à corps il avoine, donc on a quand même très envie pour le rentabiliser de l'envoyer au corps à corps. Maintenant quand c'est son seigneur de guerre, on ne veut pas se le faire cintrer non plus. Si vous êtes très agressif, vous en foutez de donner le seigneur de guerre, effectivement le mettre en seigneur de guerre avec le trait qui permet d'avoir plus 1 à l'invulnérable
peut le rendre vraiment tanky et donc d'avoir potentiellement 2 unités sur la table contre 3 plus invulnérable, hein, parce qu'on a le sort aussi, on peut le mettre sur quelqu'un d'autre, ou encore plus agressif avec l'advance reroll des charges, avec un warp time hein, derrière, enfin un temps altéré. Il charge juste à 30 et quelques le mec, cadeau. Voilà, c'est un bon missile. Hein. Donc par contre, si on fait ça, on risque de le perdre après. Donc voilà, après c'est à vous en fonction de votre style de jeu. Pareil, si vous jouez plus passif, vous prenez au Magister. De toute façon, au Magister, ça marche sur tous les QG. Hein. Plus 1 pour au casting, vous le voulez. Donc après là-dessus, moi je pense que ça dépend vraiment de sa méta, de son style de jeu, de comment on voit les choses. Son humeur, ouais. Voilà. Et enfin, il nous reste 2 QG, le sorcier de base et le sorcier de base en armure Terminator. Le sorcier est à 98 points, en armure Terminator est à 122 points. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure du sorcier. C'est un profil, on va dire, de Marines de base, il bouge de 6, il a 4 PV et ainsi de suite. Il faut quand même noter que 4 PV c'est bien, parce que ça veut dire que sur un péril mal placé, il ne meurt pas, parce qu'il ne se one-shot pas. Le vrai intérêt du sorcier en armure Terminator, c'est qu'il a vu son coût en points baisser. Il est donc mettable en téléportarium, il peut donc arriver à partir du tour 2 n'importe où. Et surtout, il a la faculté d'être équipé d'un familier, qui fait que si cette figurine est accompagnée d'un familier, ajoutez 1 au premier test psychique que vous effectuez pour elle à chacune de votre phase psychique. Et c'est là où on va trouver la quintessence de ce datasheet là. C'est avec ce petit trick. Alors aujourd'hui, le sorcier de base est quand même très bien, 98 points, 2 sorts, on le met derrière un cordon, on le planque, franchement, en tout cas si on a une optique que de balancer des sorts, on prend le sorcier de base, il n'y a pas photo, par rapport à l'exalté. Ou même par rapport à un deuxième prince démon, si on joue plusieurs prince démon, après c'est vraiment à vous de voir en fonction des optiques et de votre méta. Ensuite, le sorcier en armure Terminator, avant il était un peu cher, donc on le voyait un peu moins sur les tables, je crois qu'il était autour des 140 points avec son familier. Là, à 122 points, franchement, il donne à réfléchir. Déjà parce que le familier c'est super fort, plus 1 sur le premier sort. Si on lui rajoute le trait de seigneur de guerre au magistère, ça fait plus 2. Alors plus 2, ça peut être pas mal si on veut se dire sur un buff, qu'on veut absolument passer. Hein. On parlait tout à l'heure de Death Ex par exemple, hein. Mais quand on a 2 bases plus 2, on est déjà plus tranquille pour le passer. C'est aussi très fort pour un smite. Tout simplement, hein. Si on veut faire son premier smite à plus 2, ça peut faire le méga smite. En plus de ça, il y a un stratagème dont on n'a pas parlé qui permet de rajouter plus 2 aussi pour un point de commandement à son casting. Yes, c'est une canalisation qui fait que si on a 2 psycheurs à moins de X pouces, ils font un Genkidama version psy. En fait non, d'ailleurs ils sacrifient même pas leur énergie, hein. C'est juste qu'en fait c'est cadeau, t'as plus 2. Voilà, donc tu passes à plus 4. En fait, c'est le fait d'avoir les copains à côté. Voilà, t'es toujours mieux avec tes copains. Hein, voilà. Donc quand même, il passe à plus 4 potentiellement. Donc sur un smite c'est bien, sur des gros sorts qu'on veut passer c'est très bien aussi. Donc aujourd'hui franchement il est quand même très bien, la limite c'est qu'il bouge de 5. Et c'est intéressant parce que moi il y a une petite incohérence par rapport justement aux scarabs occultes qui même si eux vont avoir tout n'est que poussière, eux ne bougeront que de 4. Et c'est bizarre en fait de se dire que c'est des Terminators qui vont pas à la même vitesse, c'est un petit coup de gueule très léger hein, mais je trouve que c'est pas super cool ça. Parce que le sorcier en fait dans le fluff il est toujours vivant lui. Les autres. Donc du coup, les autres c'est un peu des zombies. Hein. Je fais bien le zombie. C'est vrai. Sur cette imitation de zombie, on va passer à la colonne vertébrale du codex, à savoir les troupes. Il y en a 3. On commence par les rubriques Marines. C'est un petit peu là où on va voir la première doléance du codex en fait. C'est que on va avoir visuellement ou au niveau de l'empreinte même du codex des unités qui vont être très charismatiques, qui vont vraiment faire l'ADN du Dex. Iconique, ça va être par exemple les rubriques Marines et les Terminators, alors que c'est un petit peu le syndrome de l'hérétique Astartes de base. C'est qu'un mec qui se dit ouais je veux jouer Space Marine du chaos pour jouer du Space Marine du chaos, bah non mec, tu vas jouer du cultiste et ainsi de suite. Là, c'est mieux qu'avant, mais c'est pas encore ça. Au niveau des rubriques Marines, par 5 en slip, ça veut quand même dire que c'est des Marines qui bougent de 5, qui touchent à 3 au corps à corps, à 3 au tir, force 4, endurance 4, 1 point de vie, une attaque, commandement 7, 8 sur le sergent, sauvegarde à 3, qui sont équipés quand même de bolters infernaux, qui est un bolter, sauf qu'il est PA-2. Donc portée 24, tir rapide 1, force 4, PA-2, damage 1, c'est très correct. Au niveau de leurs aptitudes, mort aux faux empereurs, tout n'est que poussière. À chaque fois qu'on se fait tirer dessus et qu'on doit faire un jet de sauvegarde par une arme qui fait que dégâts 1, on va avoir plus 1 sa sauvegarde. Sous-entendu, ces petits mecs-là sont en 2+, dès qu'on tire avec du dégât 1. Ça marche sur la sauvegarde invulnérable aussi. Pourquoi je précise ça? C'est par exemple un tir de plasma qui passe à -3, avec du coup on a l'invulnérable qui est à 4+, ou sur les armes qui ont rending. Je pense aux Eldar qui vont vous tirer avec les shurikens qui sont dégâts 1, les 6 ça va normalement aussi bien baisser votre sauvegarde d'armure, là du coup vous avez quand même une invulnérable à 4. Complètement. Ensuite, ils vont avoir favori de Zen, tu en as parlé justement, c'est le fait que même dégâts de base, une troupe qui est invulnérable à 5, c'est quand même très positif. Et enfin, icône de flag, au niveau de votre phase psychique, jetez un D6 pour chaque unité avec un icône de flamme sur 6. Elle inflige une blessure mortelle à l'unité la plus proche à 12 pouces. Ça, c'est cadeau, c'est juste dans la grappe, donc il fallait en parler. A noter aussi que le sergent
est juste un sorcier. C'est ça. C'est certainement ce qui va faire la force de cette unité, on va y venir juste après au niveau des différentes configurations. Donc 96 par 5, si on les joue par 10, on va monter à 194 points, mais on va pouvoir prendre par 10 figurines un canon Soul Reaper qui est portée 24, lourd 4, force 5, PA-3, damage 1, ça vaut que 10 points. Donc dès qu'on va les jouer par 10, limite c'est auto-include parce que c'est pas très cher. Donc 194 points par 10. Ensuite, et c'est là où c'est très sympa, on va être aussi capable de les équiper avec un lance-flamme Warp qui fait portée 8, assaut D6, force 4, PA-2, damage 1, et ça touche automatiquement. Donc quand on va les jouer par 5, ça va être 136 points les 5, donc sous-entendu 4 D6 tirs de lance-flamme, PA-2 c'est quand même pas dégueulasse. Si on va les monter par 10, on monte à 261 points, ce qui est très cher, mais ça fait quand même 9 D6 tirs qui touchent auto. Et ensuite, au niveau justement du sergent, du mini-sorcier qu'on a dedans, son équipement coûte vraiment pas cher. Sous-entendu, on va avoir un pistolet plasma pour 5 points, ou alors un lance-flamme Warp léger pour 3 points. Donc ça va vraiment être les squads saucisses, les squads barbecue, où tout le monde peut avoir 10 D6 touches dans cette escouade. C'est très fort, qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? Alors, aujourd'hui, effectivement, tu l'as dit, leur coût a baissé. Intrinsèquement, ils sont à 18 points, on va dire, avec leur bolter, ce qui n'est pas excessif, on va dire, surtout avec les règles, quand on les met dans des couverts. Je veux dire, à partir de là, quand même, pour les déloger, ils sont de base à 2+. Si derrière, on est avec des dégâts 1, comme tu l'as dit, bon, on passe à 1+, ça sert à rien, mais bon, je pense, on va dire à... C'est bien. Ça fait plaisir. C'est comme le Force 18. C'est cool. Ça sert à rien, mais c'est cool. Je pense au bolter lourd, par exemple, qui est dégâts 1 par -1. Bon, bah, quand on est en couvert, on reste avec ça 2+. Donc, ce qui est quand même pas négligeable, puisque ça augmente, ça fait x2 sur la résistance de l'unité. Donc, la règle en elle-même est pas mal. Le fait d'avoir un sorcier, un psyker, c'est pas mal aussi. Pour une situation, c'est imaginons, vous n'avez pas pu mettre assez de psyker, j'en sais rien, parce que vous jouez à un format limité dans vos QG, vous avez besoin d'une troupe. L'avantage, c'est que vous prenez une troupe qui, en plus, vous apporte un petit sort que vous n'avez pas pris à côté. Et super donc, OP et tout. Hein. Super OP, donc ça vous débloque ce sort-là. Imaginons manipulation temporelle, qui soigne ou un autre sort, peu importe. En tout cas, vous avez envie d'avoir ce sort, vous n'avez pas pu le prendre parce que vos QG sont full. Ça vous l'apporte. Donc en configuration minimum à 96 points en fait. Oui. Et t'es pile poil au coup d'un psyker en fait. Le psyker est à 98. Donc, c'est à voir. Là-dessus, j'avais pas vu ça avec ces lunettes-là, mais c'est vrai qu'en fait, il y a débat. C'est ça qui est très intéressant. En fait, limite, pour prendre un sorcier ou là une taxe de troupe, tu peux aussi pas forcément t'en servir en mode exposé. C'est caché derrière un mur, pourquoi pas hein. Bah, exactement. Donc là-dessus, c'est pas déconnant. Après, sur la version dont on parle à 10 avec le Soul Reaper canon, ça peut être pas mal aussi avec la relique pour agresser T1, pour les faire venir de faible, parce que ça fait quand même les tirs qui vont arriver x2 sur l'adversaire. Pourquoi pas la version lance-flamme. Alors, je l'aime bien. Maintenant, il faut rajouter le Rhino au coût de l'unité. Hein, ça 70 points, ouais. 72, ouais, voilà. Donc, bon, ça rajoute encore du point en plus. Potentiellement, l'adversaire, quand il voit votre grosse unité avec les 10 lance-flammes dans le Rhino, s'il a le T1, il y a de chances qu'il tire dessus. Il vire les roulettes. donc là, voilà, vous êtes à poil dans la pampa avec vos flammeurs, c'est un peu plus compliqué. Et puis c'est pareil, aujourd'hui, pour moi, un des problèmes du flammeur, c'est que c'est la portée, c'est 8, et que quand on arrive en FEP, c'est 9. Ça, c'est pas lié au codex, hein, c'est lié aujourd'hui à tous les lance-flammes qui sont comme ça, et c'est Games Workshop qui l'a vu comme ça, c'est très bien, ok. Ça les rend plus difficiles à jouer, ou en tout cas, à les placer dans la gueule de l'adversaire de façon optimale. Ouais. Alors, je suis d'accord. Maintenant, ce qui fait la richesse du codex, c'est les buffs. Et par exemple, tu te dis, cette unité, elle bouge de 5 de base, elle sort d'un rhino, elle passe donc à 8. Si jamais elle décide d'advance, parce que c'est des armes d'assaut, bah, ça sera D6. Un petit temps altéré dessus, ils vont bouger 2 fois, réadvance, parce qu'ils peuvent le faire. Hein. Et donc, ils sont quand même capables d'aller chercher une petite menace à 25-30 pas, avec des lance-flammes de force 4 PA-2. C'est quand même cool. Et c'est ça qui est bien en fait avec ces codex, c'est que tu as des datasheets, tu vas dire ouais, c'est stylé, mais voilà, c'est pas. Et en fait, tu dis avec les synergies, tu as moyen de rendre tout jouable et bon. Et ça, c'est quand même un gros plus. Plus vétéran la longueur, qu'on n'a pas rajouté. Mais c'est vrai, en plus de ça, quand tu prends les 9d6 avec vétéran la longueur, bon. L'infanterie, elle dégage, mais même les véhicules, ils prennent. Aujourd'hui, peut-être, la difficulté qu'avec cette unité-là, c'est qu'elle se retrouve coincée entre les deux autres troupes qu'on va voir maintenant, et après, on doit faire des choix. Et c'est en fonction, comme je dis encore, du milieu, mais aussi de votre plaisir de jeu. Au bout d'un moment, on est en train de dire, oui, il y a mieux à côté. Et maintenant, au bout d'un moment, on a envie de jouer des héroïques, on les trouve beaux, ils sont jouables. Hein. C'est ça qui est bien. Voilà, ils sont pas non plus complètement à la ramasse. C'est pas comme ils étaient avant où quand on les sortait, on savait que vraiment on donnait des points à l'adversaire presque. Là, c'est correct en coup, c'est totalement jouable. Il y a peut-être mieux à côté, mais si vous voulez les jouer, faites-vous plaisir. Hein.
Pas mieux. On passe ensuite donc à deuxième choix de troupe qui sont les Tsangor. Là on est quand même sur une vraie pépite. Hein. On est sur 7 points le petit monsieur. Le petit monsieur il bouge de 6, il touche à 3 au corps à corps, 4 au tir mais ça on s'en fout, c'est uniquement si on veut les équiper des tronçonneuses avec un petit pistolet. Ils ont force 4, endurance 4, 1 point de vie, une attaque, commandement de 6, c'est un petit peu la faiblesse de la chose, et une invulnérable à 5. Dedans on va pouvoir mettre un bignou. Le Bricor, donc l'espèce de petite trompette qui fait que, en gros, ils vont avoir +1 à leur jet d'advance et de charge. Et ce pourquoi ils vont être extraordinaires, en plus des synergies dont tu vas nous parler, c'est surtout en fait qu'ils sont équipés de l'âme de Tsangor, qui est force utilisateur PA-1, damage 1. À chaque fois que le porteur combat, il peut effectuer une attaque supplémentaire avec cette arme. Ils vont donc avoir 2 attaques par mec, qui est PA-1. Et on parle de troupes à 7 points. Et c'est là où ils vont être très forts. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux ? C'est tout simplement la meilleure troupe du codex, c'est même l'une des meilleures troupes peut-être du jeu aujourd'hui, en tout cas au niveau Space Marine du chaos, voire démons du chaos, même si ce pas des démons, mais en tout cas si on prend la faction chaos. Hein. Déjà, intrinsèquement, ils sont bons par rapport à leur coup, une 5+ invulnérable, mine de rien, c'est très très bien. Endurance 4, donc c'est-à-dire qu'ils sont quand même relativement tanky. On les rend encore plus tanky avec les sorts, hein, qui vont bien, +1 invulnérable, -1 pour être touché. Donc au bout d'un moment, quand on commence à avoir 30 gars qui ont une 4+ invulnérable, 4 d'endurance, qui ont -1 pour être touché, ils sortent. Hein, parce qu'au bout d'un moment, on joue à 40K, tout sort. Hein, mais les ressources nécessaires pour les sortir, c'est beaucoup. Ils sont jouables, excuse-moi, de 10 à 30. Comment est-ce que tu les jouerais ? En pack de 30. Moi, en tout cas, si vous voulez en jouer, en fait, si on les joue, c'est pack maximal, voire 25, après on dit entre 25 et 30. Après ça va dépendre un peu de son style de jeu. Mais en tout cas, vraiment sur un pack maximal, si vous voulez jouer en MSU, c'est-à-dire vraiment en unité minimum, il vaut mieux jouer soit du rubrique, soit du cultiste, qu'on verra après. Mais l'unité est très forte, et puis effectivement, ils ont aussi le stratagème qui permet de frapper 2 fois pour seulement 2 points de commandement. Quand tu vois que les autres codex, c'est 3 pour taper 2 fois avec de l'infanterie, là, c'est le dernier codex à en bénéficier, c'est très très fort. Ah ouais, ils ont vétéran de la Grande Guerre puisque c'est de l'infanterie, donc aussi +1 pour alléger de blessures. Tu l'as dit, ils chargent sur 8 et pas 9 pas, donc quand ils reviennent de FEP ou grâce au cristal noir, ça charge sur 8. C'est pour eux qu'on veut absolument avoir le prince démon qui a le sort qui fait le reroll d'un jet de dés, puisque honnêtement l'unité on a vraiment envie de la jouer. Maintenant on fait un jet foireux, imaginons vous faites 1 et 2. Bon normalement même avec un point de commandement, vous allez rejeter votre 1, il faut faire 6 pour y arriver, donc vous dites c'est chaud. Là, quand vous avez, avec le sort, vous rejetez le 1 avec le point de commandement et vous rejetez le 2. Et vous attendez de voir le résultat pour rejeter le 2. Excuse-moi, j'en reviens un petit peu sur ce que tu avais dit au début du Dex, en fait, que c'était un codex qui était oui et non pour les débutants. En fait, c'est typiquement ce genre de choses. Quelqu'un de base va limite culpabiliser à l'idée de prendre ce genre de troupe par 30 parce qu'il est dans un écosystème de jeu, parce qu'il achète ses premières boîtes. Il va se dire, je vais pas acheter 3 fois la même boîte de 10, tu vois. Et en fait, c'est là où ça devient très fort. C'est que quand vous décomplexez et vous dites non, les Tsangor c'est par 30, là vous allez voir la puissance du codex, surtout avec les synergies dont on a parlé au niveau justement des sorts. Puis après, là on l'a vu sur l'impact T1, maintenant des Tsangor même pour la prise de table. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, pareil, les Tsangor là pas. Imaginons qu'on rentre dans un monde un peu plus gros bilan encore, qu'on se dit on va en jouer 60. Imaginons. C'est pas ton genre, mais. Pas à la caméra. Mais c'est-à-dire qu'on a un pack de 30 qu'on peut faire arriver T1 si vous en impactant directement l'adversaire avec la relique. On a le second pack qu'on a mis naturellement en FEP, enfin en frappe depuis la toile avec le stratagème pour un point de commandement. Tout simplement pourquoi ? Parce que notre premier pack, on l'a buffé avec la +1 invulnérable, le -1 pour être touché. L'adversaire va devoir les gérer, donc à son T2 ou à son T1 aussi, il va commencer à les tuer. On l'a vu, ils ont un moral qui est vraiment pathétique, donc au bout d'un moment, ils vont dégager. Et là, la seconde lame arrive et on remet encore tous les buffs sur les 30 gars avec la même charge, le même truc. Là, au bout d'un moment, l'adversaire, il est pas bien. Donc c'est vrai que l'unité pour ça, elle est juste fabuleuse. Après, le bémol que je mettrais là-dessus, c'est que ça reste des poulets bleus, quoi. Alors, deuxième bémol, et ça va nous permettre d'enchaîner aussi avec la dernière troupe, c'est le fait qu'ils sont soclés sur des sangles de 32 mm. Et donc, alors, c'est mieux pour le contrôle map. Maintenant, pour les mettre tous au corps à corps, c'est un petit peu plus compliqué. Si on les compare justement avec les suivants qui vont être les chaos cultistes, qui eux sont sur du 25 mm, ils vont apporter plus de facilité, on va dire, sur le fait d'en mettre plein au corps à corps. Maintenant, les chaos cultistes, ils sont passés de 4 à 5 points depuis le dernier chapter approve. Ils sont jouables de 10 à 40. Et c'est surtout pour le tir ou pour le contrôle map ou pour l'angle humain qu'on va les prendre. Et pas pour le fait de je suis content, je suis en 25 mm, je peux mettre plus de rangs qui tapent. Au niveau justement, donc ces fameux chaos cultistes, on est sur de l'humain de base, ça bouge de 6, ça touche à 4 au corps à corps, au tir, force 3, endurance 3, 1 point de vie, une attaque, commandement de 5, de 6 sur le champion et sauvegarde à 6. Ils sont équipés de fusils d'assaut qui sont des petites carabines qui fait portée 24 pouces, tir rapide 1, force 3, 100 PA, damage 1. Et on peut, par tranche de 10 figurines, mettre un lance-flamme
aussi. Comment est-ce que tu les jouerais? Comment est-ce que tu les synergiserais au niveau des keywords? On est sur du standard, ils ont l'infanterie, ils ont Hérétique Astartes, tout ça, tout ça. Alors, pour moi, il y a deux configurations possibles. La première, c'est juste 10. Avec pourquoi pas une mitrailleuse lourde, elle vaut que 2 points aujourd'hui. Donc, 52 points finalement en fait chez soi pour garder un objectif. Très bien. Donc à ce moment-là, on le joue vraiment minimum planqué derrière une urine pour prendre l'objectif, c'est très bien. Après, l'autre possibilité, sachant qu'il va être en concurrence à ce moment-là avec le rubrique marine à 5 mecs aussi, qui est à 96 points, mais qui est quand même beaucoup plus tanky. Donc après, ça vous de voir. L'autre configuration qui est possible aussi, c'est les jouer en pack de 40. Là aussi, on les met en FEP, avec le même stratagème pour 1 point de commandement. Si on a mis 2 unités, c'est 3 points de commandement. En tout cas, on les met en frappe dans la toile. On les fait arriver à 9 pas de son adversaire pour qu'ils soient en tir rapide. Là-dessus, on casse Prescience pour qu'ils aient +1 pour toucher, donc ils touchent sur du 3+. Normalement, on a avancé son Prince Démon ou son Harryman avec Warp Time pour qu'il soit à 6 pas de notre gros pâté qui vient d'arriver, donc du coup ils reroll les 1 aussi, et on balance enfin vétéran de la longueur qui fait qu'ils ont +1 pour blesser. Donc là, quand même les petits gars, ils vont balancer 80 tirs, force 3, alors c'est pas beaucoup, mais contre de l'infanterie, ça blesse sur du 4 finalement, 3+, reroll des 1, ça douche. Aujourd'hui, en fait, c'est très fort. On a fait le tour, excuse-moi, des différentes unités. Le choix va plutôt se dire, aujourd'hui, si je veux jouer du cultiste, est-ce que je le joue dans ce codex ou est-ce que je vais jouer dans l'allégeance plus globale du chaos avec les Space Marines du chaos où eux, pour le coup, grâce à d'autres stratagèmes, pourront tirer 2 fois et avoir des synergies plus optimisées, on va dire, par rapport à ça. Donc, dans ce codex, comme on l'a dit pour conclure, on va avoir le rubrique Marines qui est bien, qui est iconique par rapport à ce codex, qui n'est pas ultime, mais qui est bien et qui est jouable grâce aux synergies qu'on connaît. Le Zangor, qui est vraiment un must-have. Et derrière, pour compléter avec une 3e troupe, ou au contraire jouer le cochon, mais pas dans ce cas de plus optimisé, en tout cas au niveau de l'Alliance Chaos, c'est le cultiste. Avant d'enchaîner sur les élites, on va quand même voir qu'au niveau des troupes, on a accès aux horreurs qui sont soit roses, soit bleues, soit en feu, des brimstones, qu'elles n'ont pas le keyword Thousand Sun, donc elles vont casser votre détachement. Donc ça sera soit jouable en allié, soit en invocation. Très rapido, qu'est-ce que tu peux me dire sur les horreurs? Comment est-ce que ça se joue et qu'est-ce que ça fait? Alors très rapidement, c'est quand même une très bonne unité de troupes aussi, ça joue en pack maximum à 30. Ça fait, en fait, quand ils sont plus de 20, ils balancent 3 tirs chacun de force 3 à portée 18. Donc c'est quand même une grosse douche aussi de tir de saturation. S'il y a un petit personnage qui va avec, qui passe à force 4, qui peut avoir un sort aussi qui donne +1 pour blesser. Donc en fait, pour faire simple, c'est une unité qui est très bien, mais qui se joue en synergie avec aussi des QG démons. Aujourd'hui, si vous jouez pure Thousand Sun, il ne faut pas les jouer parce que vous avez cassé, comme on vient de le dire, votre détachement et donc vous allez perdre tous les bonus qui sont associés, qui sont les gros bonus, donc ça, il ne faut pas. Sauf si vous voulez les invoquer, c'est pas forcément évident. Il vaut mieux jouer une patrouille à côté, on les sort, mais l'unité en elle-même est vraiment très bonne. Yes, il y a un petit trick très sympa en fait qui fait que si jamais vous gardez ne serait-ce qu'une centaine de points de renfort, les horreurs roses qui ont un vulnérable à 4 vont faire pop 2 bleus pour un certain nombre de points et ainsi de suite. Ça va vous permettre en fait vraiment de lâcher une grosse trace de frein sur votre carte de table et personne ne va vouloir s'attaquer à ça. On a fait un rapport de bataille que je vous invite à voir qui sera juste ici pour le voir où en fait Nico justement se permet d'avoir un pack qui est quasiment immortel parce qu'il y a énormément de points de vie tampon. On enchaîne ensuite avec les élites et le Tsangor Shaman qui vaut 90 points. C'est un Tsangor personnage sur 10 qui bouge de 12, il touche à 3 au corps à corps, 3 au tir, force 4, endurance 4, 4 points de vie, donc il peut pas se one-shot avec un péril, 3 attaques, commandement de 8, une sauvegarde à 6, il a surtout une invulnérable à 5, il est équipé d'un sceptre de force qui fait force +2, donc force 6, perd -1 damage D3, et il a des petites lames sur son disque, mais ça c'est anecdotique. Par contre, au niveau de ses aptitudes, il va permettre d'ajouter 1 au jet de touche des unités de Zangor à 6 pouces de lui. Élixir sorcier, vous pouvez relancer le premier test psychique raté effectué par cette figurine. Ça c'est déjà très fort, ça marche qu'une fois par bataille mais ça sauve des vies. Et ensuite il ne peut tenter de manifester qu'un seul sort et d'en abjurer un. Et il en connaîtra aussi un en plus du châtiment. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jackie sur son disque? Eh ben Jackie il est très bon, 90 points c'est pas cher, ça fait potentiellement un smiter qui bouge de 12 rien que pour ça, pour 90 points. C'est bien. Bon. Ensuite, ses bonus, +1 sur les Tsangor, on vient de le voir, les troupes, les Tsangor, c'est quand même la meilleure troupe. Donc, si on commence à jouer un pack de 30, voire plus, si on est un vrai cochon qui touche à 2. Relance D1 avec le petit perso qui va. Voilà. Ça sale. Ah bah là, ça commence à faire mal. Franchement, il est très bon. Ensuite, et tu l'as dit, l'élixir, franchement, c'est topissime. Ça permet de fiabiliser un sort. Il y a 2 façons de le voir. Soit on prend un sort qu'on a, on va dire, qui n'est pas principal pour nous, style manipulation temporelle, qui passe sur un 5 assez facilement et on sait qu'on le passera tout le temps, ou sinon ce sera le smite sur un 5, pourquoi pas. On peut aussi être un peu plus greedy, entre guillemets, donner un sort qui est un peu plus difficile à passer sur un 6 ou un 7, sachant que la première fois qu'on va le manquer, on va pouvoir le rejeter. Donc ça veut dire que sur un 7, on va dire c'est 75% de chance
de le passer au moins la première fois et après un peu plus. Donc ça c'est pareil, c'est en fonction des joueurs, comment vous voyez les choses, mais c'est une super entrée pour 90 points, c'est un personnage, donc il peut avoir des reliques, donc on peut aussi lui donner une relique, pourquoi pas l'homme du troisième œil ou quelque chose comme ça, on peut mettre Seigneur de guerre, bon, bref on fait ce qu'on veut, mais il est très bien. Comme il ne connaît qu'un seul sort, il est aussi très très bon avec le stratagème qui lui permet de lancer un sort de plus. Hein. Tout à fait, ça peut être le smite. Pour 90 points, ça bouge de 12. Après, au corps à corps, il n'est pas si rigolo que ça parce qu'il a quand même ses 3 attaques qui touchent sur 2+, force 6, PA-1, des 3 dommages. C'est pas une brute, mais c'est pas non plus complètement ridicule. Donc non, il est vraiment bien. En fin de partie, en fait, tu sais, quand chaque point de vie compte, bah, il peut aller one-shot un petit commissaire ou ce genre de figurine. Totalement, et puis il peut venir engluer quelqu'un. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, il bouge de 12. Pourquoi pas, c'est encore Warp Time, tu balances dessus, ça fait 24. Enfin bon, il y a plein de choses possibles. Donc non, c'est vraiment 90 points, c'est bien. On va très vite aussi passer sur une autre entrée typée démoniaque, donc qui cassera le détachement, c'est le Flammeur. Il a vu son coût en points baisser, maintenant ils sont à 25 points, ils sont jouables de 3 à 9, donc minimum 75 points. Ils sont surtout équipés en fait d'un lance-flamme qui lui est un pistolet de portée 12 qui va faire des 6 touches de force 4 PA-1 damage 1 et ils ont des invulnérables à 4. Est-ce que eux pour le coup ça vaut le coup de les invoquer? Est-ce que c'est en patrouille? Mais en tout cas qu'est-ce que tu penses de cette unité? L'unité est vraiment très forte. Moi je trouve aujourd'hui avec la baisse de coups en points, déjà pistolet c'est fort, ça bouge, ça tire à 12 pas. Donc contrairement au lance-flamme dont on parlait, où je disais c'est dommage, c'est que 8, bon bah là 12 ça change tout. On peut les faire arriver en fait pour même d'une invocation, vu que l'invocation doit être à 9 pas de l'unité. On les invoque, ils arrivent, ils tirent. Ça douche bien. Alors maintenant, est-ce que je les jouerai en invocation? Pour les jouer à 9, ça va faire 225 points, c'est comme un budget. L'invocation, on l'a vu, c'est pas forcément évident. Maintenant, si j'ai une patrouille démon à côté, j'y réfléchis avec mes horreurs. Hein, je me mets peut-être mon pack de 30, mon petit QG qui va bien, et puis eux, les 9, mine de rien, parce qu'ils ont la force de 4 de base, -1, les 9 des 6 tirs. Pour venir cleaner le bout de table, le fond de table de ton adversaire, l'unité qui est au bout, il dit je suis tranquille et tout ça, c'est très bien. Et puis en plus. Ça tombe bien, hein. Ah ouais. 2 points de vie endurance 4, c'est fort. 1 vu la 4, c'est fort. Hein. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très bonne unité. Après, peut-être pas en invocation. On enchaîne avec une autre unité iconique, c'est les Scarab Occultes Terminator. Donc c'est les Terminators égyptiens. Ils sont juste complètement magnifiques. Au niveau de leur configuration, ils vont être en version low cost à 189 points en slip par 5. Au niveau de leur profil, ils bougent de 4. C'est un petit peu des armures, c'est comme les Terminators Cataphracti. Et eux, pour le coup, n'ont qu'une invulnérable à 5, sauf grâce à la règle tout éco poussière, où comme tu l'as dit, en gros, on va diminuer de 1 sa sauvegarde tout court, donc invulnérable et standard. Il touche à 3 au corps à corps, 3 au tir, force 4, endurance 4, 2 points de vie, 2 attaques, commandement de 8, 9 sur le chef. Le chef est aussi un sorcier et une sauvegarde à 2. Au niveau de leur équipement, on les équipe de base en combi bolter inferno, donc tir rapide 2, donc 4 tirs à 12 pouces. Comme c'est des armures Terminator, ils peuvent être mis en téléportarium et ça fera de la force 4, PA-2, damage 1. Au niveau des différents types de configuration, on peut aussi leur mettre un canon Reaper qui pousse les squads à 196 points et qui fera 4 tirs de force 5, PA-3, damage 1. Ou alors à 211 points avec un lance-missile en plus de ça. Donc en fait ce qu'on recommande de faire c'est le canon Reaper, vous lui mettez le lance-missile et ça permettra de faire un mec qui va faire 4 tirs de force 5 PA-3 damage 1 avec le canon sous le Reaper et 2 tirs de force 8 PA-2 damage D3 sur le chef. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette unité? Est-ce que ça vaut le coup de pousser les effectifs un petit peu plus? Et aussi sur le sorcier qui est le sergent de l'unité. Alors c'est une unité, visuellement moi je l'adore. Voilà. Maintenant, à jouer, elle est dure parce que elle est pas. Bon, 211 points, c'est pas non plus super cher, mais bon, c'est pas non plus donné. En termes de nombre de tirs, elle te balance quand même les 22 tirs quand elle arrive, PA-2, force 4 ou force 5, plus les lance-missiles, c'est quand même pas dégueu. Tu as aussi le vétéran de la longue guerre derrière si tu veux le mettre, donc c'est pas mal. Surtout qu'ils arrivent en téléportarium, donc t'as pas de PC à mettre pour ça. Ça, c'est bien. Après, aujourd'hui, pour moi, la problématique, c'est que déjà, elle est en concurrence avec les rubriques Marines, pour la règle. La règle, ils ne sont que poussière, sont des Terminators qui ont 2 points de vie. Finalement, on se dit, ouais, c'est super, parce que si je les mets dans une ruine, déjà, je suis à 2+, donc de base, dans une ruine, je suis à 1+. Et avec la règle, je ne suis que poussière, je suis à 0+. Donc si j'ai de la PA1 qui me tire, enfin des dégâts 1 qui me tirent dessus, le mec, il faut qu'il envoie la sauce pour vraiment me déloger. Sauf que l'adversaire, la plupart du temps, quand il verra ça, il va plutôt tirer avec des armes qui ne sont pas justement dégâts 1. Et là, à ce moment-là, vos 2 points de vie ne servent plus à rien et vous n'êtes que poussière, ça ne sert à rien non plus. Donc ça, c'est un peu dommage. Ensuite, pourquoi je les compare aux rubriques marines, c'est que le coût, comme tu viens de le dire, c'est en gros 196 points si on ne prend pas les lance-missiles, c'est le même coût que 10 rubriques marines de base. Les 10 rubriques marines, ils ont l'avantage, ils ont 10 points de vie comme eux, hein, donc, parce que 5 x 2 pour les Terminators.
Les rubriques, c'est des troupes, donc sont super OP. Eux, c'est une élite, ils sont pas super OP. Maintenant, ils ont une meilleure invulnérable sauvegarde de base que les rubriques. Donc, c'est à voir, ils sont en compète. Moi, aujourd'hui, je les mettrais en milieu de tableau. Après, la grosse difficulté, c'est qu'ils bougent de 4. Et l'autre grosse difficulté, c'est que c'est des Terminators qui n'ont que des épées énergétiques. Et ça, c'est problématique, parce que vous allez les envoyer chez l'adversaire au plus proche possible pour faire donc votre max de tir. Si l'adversaire il a un véhicule, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Il va venir vous loquer. Avec un Wave Serpent, avec un Rhino, et là, c'est pas avec ta force de 4 que tu vas le tomber, quoi. C'est ça. Alors là, derrière, on a nos mecs. Alors certes, ils ont 2 attaques chacun. On va faire 10 attaques de force 4, PA-3, dégâts 1. Voilà. On va plus tirer, on va plus rien faire. Question quand même, comment est-ce que tu utiliserais au niveau de l'équipement des sorts, du choix des sorts, sur le Scarab Occulte Sorcerer? Alors moi, ce que j'aimerais bien mettre dessus, enfin, c'est plutôt le +1 à la sauvegarde invulnérable. Parce que je me dis qu'au bout d'un moment, j'ai mon unité qui arrive, effectivement avec une 5+, elle passe à 4+, à l'invulnérable. Vu qu'il est sensible, entre guillemets, l'unité aux armes lourdes, parce que l'adversaire aura plutôt envie de tirer l'arme lourde dessus pour enlever la règle tout n'est que poussière, bah là j'ai quand même une 4+ invulnérable, donc malgré tout je tente 3 mieux. plus si c'est un Hellblaster qui surchauffe pas aussi, par exemple. Hein. Oui. Et donc là, mine 2, ça peut faire la diff. Hein. Exactement. Donc moi c'est plutôt ce sort-là que je mettrais sur eux, en tout cas pour me buffer. Maintenant, est-ce que je les mettrais sur des scarabs ou est-ce que je mettrais sur une autre unité? Bon bah là c'est encore à voir, mais globalement l'unité elle est moyenne et elle est difficile à rentabiliser. On enchaîne ensuite avec une autre unité qui avait pas mal de réticence, c'est le Hellbrut, le Dreadnought de l'hérétique Astartes. Lui, il a vu son coût en points énormément baisser avec le Chapter Approve. Il y a 2 configurations. La première, c'est la full tir à 120 points, ce qui n'est pas très cher pour avoir un lance-missile et un canon laser jumelé. Sous-entendu, un tir qui permet soit de tirer en lourd D6, force 4 sans PA damage 1, ou un tir de force 8, PA-2, damage D6, ou alors 2 tirs de canon laser, donc force 9, PA-3, damage D6. Ensuite, en deuxième configuration, ça va être la configuration corps à corps à 125 points. Et enfin, la petite aptitude rigolote, c'est fou furieux. Dès qu'à la fin d'une phase, il a perdu au moins un PV, on jette un dé. Et sur un 6, il pourra tirer pendant la phase adverse. Qu'est-ce que tu peux dire sur cet homme? C'est une bonne entrée. Il a perdu à peu près 27, enfin pas à peu près 27 points par rapport à avant. Donc à 147 points, on ne voulait pas le jouer. À 120 points, on va y réfléchir. Alors surtout là, attention à ce que je dis, c'est sur du monodex. Pourquoi? Tout simplement parce que jusqu'à présent, on a parlé beaucoup des élites et des troupes, mais on le verra par la suite. Le problème du Thousand Sun, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'anti-tank de loin. La plupart du temps, ça va être au smite, vous allez le faire, ou au corps à corps. Donc avoir une unité qui peut quand même balancer le tir de lance-missile plus le canon laser jumelé, c'est très bien. Après, l'autre, il est en compétition en fait finalement avec le Predator qu'on verra plus tard. Mais lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'a pas de profil dégressif. Donc jusqu'à ce qu'il meure, il tire à pleine puissance, il n'a que 8 points de vie, donc ça tombe vite, entre guillemets, mais bon, c'est-à-dire qu'il faut le cibler, que l'adversaire n'a pas tiré sur autre chose. Et puis enfin, il y a un stratagème qui, pour un point de commandement, permet de faire une seconde phase de tir sur l'unité la plus proche. Si on cible l'unité la plus proche de l'unité, on peut tirer une deuxième fois dessus. Et honnêtement, c'est très bien, parce que notamment si votre adversaire joue des avions, ça arrive. T'as le syndrome du volant où les mecs ils se sentent un peu intouchables et ils se mettent devant. C'est ça, il avance et puis il se met juste devant toi. Bon bah là t'es quand même assez content pour un point de commandement, finalement lui mettre 4 tirs de canon laser et si tu as mis pression savant, en plus tu enlèves le malus, du moins. La cible floue. Donc vraiment pour 120 points, c'est une très bonne entrée. Ok, on enchaîne avec les Tsangor Unlightning, c'est les Tsangor qui chevauchent des disques, on va dire ça comme ça. Hein. Ils sont jouables par 3 dans une configuration de base à 48 points, sous-entendu au corps à corps, ou avec leurs petits arcs à 51 points, ou alors carrément par 9 à 144 points au corps à corps et à 153 points avec les arcs. Ici, même si le corps à corps peut être assez sympa, pour diverses raisons, parce qu'ils ont une bonne capacité de projection en bougeant de 12, c'est surtout avec les arcs qu'on va les kiffer, puisque les arcs c'est assaut 2, force 5, PA-1, damage 1. A savoir quand même que c'est des chevaucheurs Tsangor, donc ils vont avoir 2 points de vie, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des aptitudes, ils vont avoir aura de sombre gloire qui fait qu'ils vont avoir une invulnérable à 5, c'est cadeau. Et surtout, guidés par le destin. À chaque jet de touche de 6 par une figurine de cette unité, hormis les lames de disque, n'effectuez pas de jet de blessure pour l'attaque car elle blesse automatiquement. Les jets de sauvegarde peuvent être tentés normalement. Et c'est jet de touche de 6, pas non modifié. Donc ça marche avec le Shaman Tsangor qui rajoute le petit +1 et un Prescience qui rajoute aussi un petit +1. Donc potentiellement, sur du 4 pour blesser, pour toucher, ça fait une blessure automatique. Sachant que si on les joue par 9 en configuration maximum, ça fait quand même 18 tirs qui touchent sur du 2+, toujours parce qu'il y a le Tsangor Shaman à côté. Hein. On va vraiment jouer le Tsangor Shaman si on joue cette unité-là. Plus le reroll des 1, normalement avec le Prince Démon ou Ahriman ou autre chose. Bon bref, donc grosso modo, ils vont faire full touche.
Et sur leur full touche, chaque fois qu'ils vont faire 4+, ils vont faire une blessure. Et là, où c'est quand même très fort, c'est que ça ignore l'endurance. C'est-à-dire que contre les unités qui ont des très grosses endurances, 8. par exemple... J'ai une voix. Non mais là ça marche. Et donc c'est vrai que c'est de la blessure automatique. Après, la difficulté qu'il y a sur cette unité, elle est double. La première, c'est qu'elle n'est pas tanky du tout. Donc mine de rien, une 5+ invulnérable, bon bah c'est pas énorme. Ils ont Endurance 4 de PF, ça me revolter. Hein. Voilà. Donc ça meurt, voilà. L'adversaire regarde un peu trop fort votre unité, elle s'en va. Donc il faut être capable vraiment de bien la jouer, un peu en mode savonnette. Tu vois, vraiment pour bien la placer, c'est pas évident, surtout quand il y en a 9. 9, on peut pas les planquer parce que la figurine était quand même assez grosse. Donc quand on n'a pas le T1, on peut pas vraiment se mettre derrière des décors, sauf si je joue avec des très gros décors. Donc, mais c'est pas très facile à planquer. Ça peut pas être mis en fait parce que c'est pas une infanterie. Donc ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté, c'est que la portée, c'est 24 pas d'armes. Ce qui veut dire que quand vous allez vous mettre à portée de l'unité que vous voulez vraiment avoir, bah, l'adversaire, il est aussi à portée de vous. Je suis pas mathémagicien, Ouais. mais je crois que tu es dans le vrai. Mais donc du coup, c'est dur. Donc du coup, c'est-à-dire que sur le papier, c'est une bonne unité. Je pense qu'elle est quand même réservée à des joueurs qui sont quand même bons. Vraiment, c'est-à-dire qui mesurent bien au millimètre, qui savent le placement, qui anticipent ce qu'ils veulent faire, qui savent à quel moment il faut avancer avec, tout ça. Sinon, ça sera sanction directe et l'adversaire va vous prendre 153 points. En fait. Voilà. Donc après 53 points, c'est pas non plus très cher, hein. Faut quand même le dire. L'unité, la règle est plutôt bonne. Dans des grosses ligues compétitives, pendant un moment, j'en ai vu des joueurs qui les sortaient. Après, en amical, je pense que ça sort aussi. Après, le problème, de toute façon, c'est comme dans tout, au bout d'un moment, il y a des choix à faire en fonction d'autres unités. Et malheureusement, celle-là, souvent, c'est le type d'unité qui passe pas forcément le cut quand on a fait son armée, qu'on a mis tout ce qu'on a envie de jouer et qu'on fait les points, et à la fin, on se dit... Tu parles de choix, on va passer par les screamers parce qu'ils sont pas très intéressants, en tout cas au sein de ce codex, et on va passer au chaos spawn, qui sont aussi un choix d'attaque rapide. Ou pour le coup, pareil, c'est une unité qui est pas ridicule, mais ça va demander en fait des choix. Au niveau des chaos spawn, elles sont jouables en solo à 25 points ou par 5 à 125 points. C'est une unité qui, comme ça, semble pas terrible, sauf que quand on commence à la voir mis en jeu et ainsi de suite, eh ben on va être obligé de les gérer parce qu'ils rigolent pas des masses. Ils bougent de 7, ils touchent à 4+ au corps à corps, force 5, endurance 5, 4 points de vie, D6 attaques, commandement 9 et une sauvegarde à 5. Leur particularité, c'est qu'ils sont équipés d'hideuse mutation qui fait PA-2 damage 2 direct. Quand on va les choisir pour attaquer, on va jeter un dé. Sur un 1, en gros, on va avoir PA-4. Sur un 2, on va avoir +2 attaques. Et sur un 3, on pourra relancer les blessures ratées. Donc là, comme ça, on se dit, ouais, c'est aléatoire, c'est 25 points le bonhomme, et ainsi de suite. Le fait est qu'il y a un petit stratagème qui est assez sympa. Oui, donc il y a un stratagème qui, pour un point de commandement, permet non seulement de retirer le D6 des attaques, donc quand on a, on va dire, une unité de 5 chaos spawn, sur les 5 dés, si je veux en rejeter 3, j'en rejette 3, si j'en rejette 1, j'en rejette 1. Ça fiabilise énormément. Voilà, donc je choisis. Et l'autre chose, c'est que la problématique entre guillemets de cette unité-là, c'est quand on arrive en phase de corps à corps, on doit tirer un D6 et il y a un effet aléatoire qui arrive, qui n'est pas forcément génial en fonction de l'unité sur laquelle on frappe. Et là, pour toujours le même stratagème, hein, celui qui voit un point de commandement, eh bien, on va choisir, nous, directement, le bonus qu'on veut. Donc, ce qui veut dire que ce qui est un bonus qui est situationnel et qui est parfois pas bon, là, peut devenir très bon en fonction de l'unité sur laquelle on frappe. Par exemple, il y en a un, c'est +2 attaques. Donc, quand on va arriver avec son unité et on veut laver plutôt des unités de 30 figurines, on va dire où il y a beaucoup de masse, on a quand même nos mecs qui ont +10 attaques, plus les 5 D6 qu'on rejette, donc ça fait quand même un certain nombre d'attaques qui sont force 5. Ça commence à être pas mal. Si on leur met un petit préscience derrière, ils touchent à 3+. En unité de 5, moi je les trouve bien. Après, ils bougent de 7, donc pareil qu'un Warp Time, ça peut faire bouger 14, donc ça peut faire une charge T2 si on veut. Dernière chose aussi, on peut les jouer que par 1 si on a envie. À 25 points, le Gugus qui a 4 points de vie. C'est un gardien de but d'objectif. Hein. Ah bah exactement, je veux dire, chez soi, il faut venir le déloger. À la place des cultistes, les cultistes c'est 50 points. Hein. Les cultistes, on souffle dessus, ils sont plus là. Ils sont super OP. Lui non, mais bon. L'endurance 5 fait que les armes qui sont bons justement pour clean les cultistes ou ce genre de choses blessera sur tu 5 et ça va faire toute la différence. Et dans une ruine, il a une 4+ de save. Donc c'est pareil, je veux dire souvent les armes qui sont anti-masse, ils n'ont pas beaucoup de PA, c'est assez rare. Donc il tank bien, il a 4 points de vie. Grosso modo, quand même le point de vie à 6,25. Si on doit faire un truc, 6,25 le point de vie à endurance 5 et 5+ de save, il n'y a pas beaucoup d'unités qui sont entre guillemets aussi rentables. Après le problème c'est que si on vous tire dessus au lance-missile ou à l'arme lourde, ça saute. On enchaîne maintenant avec les soutiens. On va attaquer un choix qui est assez particulier, qui est le Multolid Vortex Beast.
Il a baissé en points, maintenant il coûte 125 points. Est-ce que ça le rend séduisant? À voir. Au niveau de son profil, il bouge de 8, il touche à 4+ au corps à corps, 4+ au tir, force 7, endurance 7, 14 points de vie. Il a 4 attaques, commandement de 7 et une sauvegarde à 4, une invulnérable à 5. Il récupère 1 point de vie au début de chacun de ses tours. Mais si on l'aime, en tout cas si on le joue, c'est plutôt pour le Vortex Warp, puisqu'on va avoir 6 effets qui vont soit se choisir aléatoirement, auquel cas on va pouvoir en appliquer 2 sur un de plus quand il est full PV, et après il va avoir un profil dégressif puisque ça passera sur du 3 ou du 4. Ou alors si on choisit de ne pas être aléatoire, il y aura un seul effet qui sera appliqué au moment où on active cette figurine, qui vont être Éruption Warp. Chaque unité ennemie à 9 pouces ou moins du Mutalid Vortex Beak subit une blessure mortelle. Sur du 2, choisissez une unité de Zench de votre armée à 9 pouces ou moins du Mutalid Vortex, ajoutez 1 à la caractéristique de force. 3. Flux temporel. On va choisir une unité de Zench à 9 pouces ou moins de lui et on pourra relancer les jets de charge ratés pour l'unité à ce tour. Si l'unité est à 1 pouce ou moins d'une unité ennemie, elle combat à la place de combat comme si elles avaient chargé à ce tour. Sous-entendu en priorité avant qu'on soit en alterné. Ensuite, toucher éphémère. Choisissez une unité de Zench de votre armée à 9 pouces ou moins du Mutalid. Améliorez de 1 la PA de toutes les armes de mêlée pour cette unité. 5. Maelstrom de démence. On va choisir une unité ennemie à 9 pouces ou moins, on va réduire de 1 sa capacité de commandement, à savoir que c'est cumulatif, soit avec une autre figurine, soit avec d'autres mécanismes du jeu qui fonctionnent de la même manière. Ensuite, on va avoir faisceau d'irréalité qui fait qu'on va jeter 3 dés et sur chaque 4+, l'unité la plus proche à 18 pouces ou moins invisible de la Mutalid subira une blessure mortelle. On peut le voir, il y a et du buff et de la létalité de blessures mortelles, c'est assez particulier. En autre capacité, il va avoir énergie instable, à savoir que s'il ne reste que 7 points de vie ou moins au début d'une phase de tir, la portée de ses pouvoirs sera doublée. Par contre, elle subira une blessure mortelle si on obtient 1 pour lancer ce dé. À savoir que quand elle est à 7 PV, elle est en profil dégressif et donc elle les lancera sur du 3 et plus sur du 2. Et enfin, la particularité quand même, c'est que quand elle explose, parce qu'elle meurt comme une merde, sur du 6 et qu'elle pète, elle fera des 6 blessures mortelles. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Vortex Beast? Alors, c'est une unité, c'est pareil, qui est intrinsèquement bonne, on va dire. Quand on regarde sur le papier, les buffs sont quand même bons, notamment... Alors, 125 points. Oui, le plus 1 en force. Alors, il y a quelque chose à noter, hein, c'est que chaque fois, le mot-clé qui est affecté, c'est Tsench. Je le note parce que si vous jouez avec des horreurs à côté qui sont de Tsench, vous pouvez donner du coup plus 1 en force à vos horreurs. Hein. Ça, il faut le noter sur des combos. Avec le petit personnage à côté, il passe à 5 et le sort qui va bien, du coup, plus 1 pour blesser. Bon, bref. Il passe à 2+, n'importe quoi au tir. Voilà. Enfin, n'importe quoi, d'infanterie. D'infanterie. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, ça, c'est un petit combo à voir potentiellement si vous jouez avec du Tsench à côté. Maintenant, l'unité en elle-même, elle n'est pas très létale. Elle est quand même assez tanky parce qu'elle est une 5+ invulnérable. Mine de rien, si on tire au canon laser dessus ou tout ce qui est anti-lourd, la plupart du temps, c'est -3. Comparé à un tank qui passe une sauvegarde de 6, bah lui, il a une 5 tout le temps. Sauf si votre tank est à couvert, mais bon, la plupart du temps, c'est ça. Donc, il est quand même relativement tanky. Il a quand même 14 points de vie. Quand il pète chez l'ennemi, parce que le but, c'est comme l'envoyer chez l'ennemi, potentiellement, il peut faire des 6 mortels. Après, c'est comme tout, c'est-à-dire que c'est une entrée qui est pas si chère que ça, mais 125 points, ça va le mettre en compétition avec d'autres unités. Est-ce qu'on va vouloir jouer une autre unité qui buff, entre guillemets, ou qui en capacité létale n'est pas si létale que ça? C'est pas sûr. Voilà. Donc après, ça va dépendre clairement de votre style de jeu, de ce que vous allez avoir. C'est encore une unité, pareil, qui ne va pas avoir d'impact T1. Comme on l'a vu jusqu'à présent, il n'y a quasiment aucune unité qui a un impact T1 chez le Chosen Sun, si ce n'est les smites que vous allez faire, voire avec la pierre, une première unité de Tsangor. À voir, moi je suis pas ultra fan, mais maintenant je condamne pas non plus l'unité totalement parce que je pense que ça va vraiment dépendre aussi du joueur et de la synergie qu'on va avoir. Alors déjà il faut savoir qu'il existe un stratagème qui est Vortex Funeste qui lui permet une fois qu'elle a soit choisi, soit tiré au sort ses différents pouvoirs, d'en appliquer un autre qui cette fois-ci sera obligatoirement aléatoire, même si c'est un doublon avec celui qui vient d'être utilisé. Donc pour ça peut être pas mal, et comme tu l'as dit, ça va vraiment être au niveau du nombre de menaces en fait à gérer, puisqu'on l'a vu, on commence à avoir pas mal de petites menaces à 120-150 points entre le Hell Brut ou d'autres machines démons qu'on va voir juste après. Il y a quand même moyen de multiplier ce qu'il y a sur la table et d'avancer globalement avec une espèce de grosse phalange. Tour 3, ça peut arriver chez l'ennemi et foutre le bordel. Après, juste pour terminer sur cette unité, ils ont quand même une attaque qui est pas trop mal, c'est que ces attaques de corps à corps, elles peuvent être démultipliées
en 3 jets de touche, enfin par attaque, pardon, excusez-moi, en fonction du profil d'arme. Ce qui veut dire que potentiellement, elle a donc 12 attaques. Ce qui est pas trop mal non plus si on veut s'attaquer entre guillemets à de la masse. Voilà, donc 12 attaques, après elle touche que sur 4+. Maintenant c'est pareil si on met le pression, c'est autre chose, donc comme d'habitude. Mais c'est aussi un profil anti-masse, pourquoi pas. On enchaîne avec une entrée qu'on connaît bien qui est le Chaos Predator. Ici, il est quasi systématiquement à 180 points en termes de configuration. Au niveau de son profil, on est sur un châssis complètement standard à endurance 7, 11 points de vie. Quand il est à plein potentiel, il bouge de 12, il touche à 3 attaques, enfin ça on s'en fout. C'est clairement une des seules sources d'anti-char du codex, on en a parlé tout à l'heure, puisqu'on va pouvoir l'équiper de 2 canons laser latéraux et surtout en fait d'un canon laser jumelé en tête. Donc pour 184 points, on va être capable de sortir 4 tirs de canon laser, ce qui est plutôt pas mal. Tu as commencé à parler tout à l'heure des buffs, tout ce qui est prescience, relance des 1, vétéran de la longueur et ainsi de suite. Il y a quand même pas mal de choses à faire. On est aussi capable, quasiment pour le même coup en point, de l'équiper d'un autocanon Predator qui va faire 2d3 tirs de force 7, PA-1, damage flat 3. Donc c'est pas mal. Le problème, c'est plutôt l'incohérence entre damage flat 3 et la PA-1. Et la force 7 aussi. Exactement. Dans quelle liste tu le vois et comment est-ce que tu l'équipes toi systématiquement? Moi je le vois dans quasiment toutes les listes, soyons clairs, parce que comme on vient de le dire, il y a très peu d'anti-tank et c'est vrai qu'au bout d'un moment, dans le jeu on va en avoir besoin. Donc si on veut en chercher, ce sera forcément le Predator. Que te dire, si ce n'est qu'effectivement, les 4 tirs de canon laser pour 180 points, c'est pas cher. On peut mettre le lance-missile Avoc. Moi je trouve que c'est une très bonne entrée. Il faut le jouer en tout cas, et si on veut de l'anti-tank, si on en veut, au bout d'un moment, on n'a pas beaucoup de choix, donc il faut la prendre. En fait, c'est intéressant, on n'a pas beaucoup d'anti-chars, on n'a pas beaucoup de choses impactantes au tir dans ce codex. Donc soit on joue en monodex et on est quasi obligé d'aller en chercher un parce que c'est la fiabilité d'avoir de l'anti-char efficace, ou alors il faut aller chercher de l'allié chez du Space Marine du Chaos avec de l'Obliterator ou avec du Havoc. Exactement. Mais voilà, on est sur le même type de rôle. On enchaîne ensuite avec le Chaos Vindicator qui vaut maintenant 125 points, donc il a baissé. C'est un châssis standard, sauf que lui, il a endurance 8 pour 11 points de vie. Il bouge de 10. Et si on le joue, si on l'a déjà acheté depuis des années, c'est pour son canon Demolisher qui fait lourd D3 de force 10, PA-3, damage D6. À savoir que ça devient lourd D6 si on tire sur plus de 5 figurines. Qu'en dire? Je te laisse te démerder avec ça. Bon, déjà, lourd de D6, c'est nul. Parce que non, mais c'est pas très bon, c'est pas très bon. Parce que le problème, c'est pas. Ça peut être très fort, mais ça peut être très nul. Oui, c'est quand même tellement frustrant quand on a une arme qui va tirer qu'une fois sur un D6 et qu'on fait son 1 ou son 2 pour finalement ne rien faire. On se dit, bon, 125 points pour ça, surtout que la portée, elle est quand même pas très longue. 24 pouces, ouais. Voilà, donc c'est-à-dire que si on veut être à portée, en plus, il faut bouger. Si on bouge, on a -1 pour toucher. Voilà, le problème en fait, c'est que tout simplement, c'est pas le coût en fait de l'unité, c'est que la datasheet n'a pas été, enfin en tout cas, elle est perfectible. Voilà, donc après il a une endurance de 8, ok. Si vous adorez la figurine, jouez là, de toute façon, parce que évidemment ça reste un jeu, donc si vous l'aimez, jouez là. Si vous voulez jouer quelque chose d'un peu plus opti, celle-là, vous la gardez dans votre vitrine, bien peinte, et puis voilà. Tant qu'à faire, si vous l'avez et que vous en avez 3, vous pouvez aussi l'utiliser avec un stratagème, et alors là, c'est l'apocalypse dans ton slip. Là, ils ne tireront pas. Enfin, il y en a qu'un qui va tirer. Par contre, il va tirer très fort. Ouais. Mais c'est même pas dit qu'il touche ce co. Le fait est quand même qu'il existe un petit stratagème pour les synergiser par 3. Je pense que c'est le prétexte pour ceux qui en avaient pour le rendre un petit peu jouable. Mais alors, quitte à synergiser, il vaut mieux synergiser comme les Predators, qui ont aussi un stratagème qui tire par 3 et qui là, pour eux, c'est +1 à leurs dégâts et +1 pour blesser sur les 3 Predators. Donc ça fait 12 tirs. C'était pour le sauver. Le Predator n'a pas besoin d'être sauvé. On enchaîne ensuite avec une unité qui a bien changé depuis le Chapter Approve, et ça fait vachement plaisir. C'est le Chaos Land Raider. Il faut savoir que tous les Land Raiders du jeu ont changé. Ici, il a vu son camp point grandement baisser, puisque en slip, c'est quand même avec bolter lourd jumelé et 2 canons laser jumelés, il est à 297 points. Et si on rajoute le petit combi et surtout en fait le lanceur Havoc pour ajouter un petit peu de saturation, il est à 305 points. On est sur un châssis de force 8, endurance 8, 16 points de vie, sauvegarde à 2, qui a l'esprit de la machine qui fait qu'il peut bouger sans avoir aucun malus pour tirer avec ses armes lourdes, et surtout transporter 10 figurines d'infanterie Thousand Sun, dont les Terminators qui occupent 2 choix. Est-ce que tu le jouerais, le Land Raider, depuis qu'il est passé à moins de 300 points? Alors, est-ce que je le jouerais? Potentiellement oui, en fait, maintenant sur ce codex-là. C'est-à-dire qu'en Chaos Space Marine, pourquoi pas? Dans ce codex-là, c'est un peu plus compliqué parce que déjà, en termes d'unités qu'on a envie de mettre dans un Land Raider, techniquement, on l'a vu jusqu'à présent, en infanterie, qui a besoin d'être protégée, il n'y en a qu'une, on va dire, c'est les rubriques marines avec leur lance-flammes. Les autres, de toute façon, ils n'en ont pas besoin. Donc ça veut dire que là, comme on arrive sur une unité de rubrique marine avec lance-flamme qui est autour des 220 points, plus le Land Raider à 330 points, on est déjà à 550 points.
Ça fait beaucoup. Maintenant, la force du Land Raider, c'est qu'il a quand même ses 4 tirs de canon laser qui sont très bien. Il est très dur à tomber, c'est très bien. Dessus, on a quand même les bolters lourds. Bolter lourd, c'est bien. On peut rajouter lance-missile AVOC qui fait un D6 tir en plus de force 5, c'est bien. On peut rajouter aussi, enfin, le combi bolter qui va faire nos 4 tirs. Donc, en termes de plateforme de tir, pour 300 points, c'est pas déconnant. Le dernier souci qu'on a, c'est que c'est effectivement un transport. Donc, qui dit transport, c'est on va avancer vers l'adversaire pour essayer de débarquer et de lui mettre ce qu'on a envie de lui mettre. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'on est milieu de table avec un tank qui, s'il est cliqué par une figurine, n'importe laquelle, il ne fait plus rien. 300 points qui ne tirent plus, sur une armée à 1500 ou même 1700 points, ça fait cher. Donc, c'est peut-être un peu ça. Et c'est facile à cliquer. C'est surtout ça. Oui, parce que c'est gros. C'est facile à cliquer. On enchaîne ensuite avec un autre choix de soutien qui est le Defiler. Je suis super content que tu sois là parce que tu es le seul homme en France à pouvoir sauver. Tu aimes le Defiler. Tu peux le sauver. Mais tu dis pas que tu l'aimes. J'ai même pas été jusque-là, c'est que tu peux le sauver. Au niveau des différentes configurations, on va avoir la version full tir puisque de base, de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera équipé d'un obusier qui fait des 6 tirs de force 8 PA-2 damage D3 à 72 pouces et aussi d'un canon laser jumelé et d'un lance-missile AVOC à 166 points. Au niveau de son châssis, il a 14 points de vie, endurance 7 et une invulnérable à 5. Ensuite, il va avoir accès à 2 stratagèmes. Le premier stratagème, ça va être machine démon et le deuxième, ça va être le stratagème de gargouille. 166 points, c'est quand même 14 points de moins qu'un Predator full canon laser. Là, on a moins de canon laser. On en a que 2, voilà. Mais on a aussi l'obusier et on a aussi le lance-missile AVOC. Donc l'obusier, c'est peut-être pas la meilleure arme pour péter des tanks parce que c'est des 3 dommages, mais pourquoi pas. Sur de l'infanterie d'élite, le force 8, PA-2, D3, c'est pas déconnant. Le lance-missile AVOC, pareil, sur de la masse tout simplement, c'est pas déconnant non plus. Maintenant, il faut le voir pour moi, avec déjà le stratagème, qui permet effectivement, comme tu vas le dire, de rejeter ses jets pour toucher et ses jets pour blesser. Donc là, un PC, c'est pas cher. Non, pour un PC, c'est pas cher. Puis on a des canons laser. La différence avec le Predator tout à l'heure, c'est que, par exemple, on a nos 2 canons laser. Alors on se dit, oui, j'ai 4 tirs. Maintenant, reroll des 1, je peux peut-être avoir que 3 touches. Après, souvent, je suis à 3 plus pour blesser, je peux n'avoir peut-être qu'une blessure. Si je me suis un peu foiré, parce que là-dessus, j'ai rien pour fiabiliser. Là, le Coco, il a que ses 2 tirs, mais au bout d'un moment, 3 plus relançable, pour blesser, il va blesser. Et pour toucher également, si on l'a mis prescience, il peut avoir un 3 plus pour toucher rejetable. Donc, les 2 tirs de canon laser sous pression sur un Defiler, avec le stratagème, c'est un point de commandement, mais c'est quand même très fiable. Et derrière, pareil, l'obusier, il est quand même force 8, rejette pour blesser. C'est pas dégueu. Donc, au bout d'un moment, pour moi, le Defiler, il faut vraiment le voir avec le stratagème. Est-ce que c'est la meilleure unité du jeu seule? Non. Est-ce qu'on va préférer prendre d'autres unités qui n'ont pas besoin de synergiser? Peut-être. Donc c'est souvent là où en fait mais ça va se faire. Mais il est sauvable en fait, et ça c'est très positif. Et puis après, la dernière chose, c'est que si on l'a en version gardien de but, comme tu viens de le dire, il a quand même ses 4 attaques de force 16, des 6 dommages. Combien? Force 16. Donc au bout d'un moment, le mec il va venir vous le charger pour le cliquer. Bon, il va le cliquer, mais bon, il va prendre des tatanes. Donc, Alors, juste pour en revenir un petit peu aussi, il y a d'autres configurations. Ouais. Il y a la configuration un petit peu lance-flamme, puisqu'il va être capable d'être équipé en lance-flamme jumelé. Il va avoir un canon Reaper et un combi lance-flamme aussi, toujours à 166 points. Ensuite, il y a la version vraiment low cost à 142 points. Et surtout, comme tu l'as dit, en fait, soit on va le jouer en gardien de but, auquel cas il est quand même assez bon, puisque c'est quand même 4 patates de grosses pinces, donc ça c'est positif. Ou alors aussi en avançant, encore une fois, en multipliant les menaces avec de l'endurance 7, enfin voilà, on commence à avoir pas mal d'unités comme ça. On va finir tout à l'heure avec les autres soutiens qui sont un petit peu avec ce même type de rôle. Et surtout, il est gros et il y a un stratagème gargouille qui permet de le faire péter, ou en tout cas qui permet en fait de faire des mortels sur un 4+, aux unités qui sont à 3 pouces de lui. Donc même qu'ils ne sont pas forcément engagés avec lui, si jamais le gars se recule, si jamais le gars essaie de cliquer ou quoi, il y a moyen de chier un petit peu de mortel. Exactement. Alors après, sur les 2 autres versions, c'est des versions qui sont plus agressives pour avancer sur l'adversaire. Celle avec le canon jumelé, le lance-flamme jumelé, plus le lance-flamme, le combi lance-flamme, c'est une configuration qui est quand même très bonne parce que le problème c'est la CT, là il n'y a plus de problème de CT, parce que c'est lance-flamme. L'avantage c'est aussi qu'il a quand même des fumigènes, donc c'est-à-dire si on les joue sous cette version-là, T1, on le fait Advance. Si on veut mettre un warp time dessus, on peut faire un warp time pour faire avancer très vite l'adversaire. On pop les fumigènes, il a déjà -1 pour être touché. Derrière, il est quand même tanky. Si on veut mettre un autre sort dessus, il peut passer à -2 si on veut vraiment le sauver. Donc l'adversaire va avoir du mal à vous le sortir. Et derrière, malgré tout, on a toujours le stratagème. Alors là, c'est le rejeter pour blesser, pour toucher, on s'en fiche, puisqu'on touche automatiquement avec les lance-flammes. Par contre, rejeter pour blesser sur 2d6 touches de lance-flamme plus 1d6 touches de lance-flamme, sur l'infanterie, ça fait la blague. Et puis on a quand même, malgré tout, toujours l'obusier qui est là cadeau,
qui va quand même tirer, donc, et le canon de Reaper qui est aussi là, cadeau, qui va tirer. Donc franchement, c'est pas déconnant pour 166 points. Après la version low cost, c'est pareil, effectivement, elle est plus anti-élite, elle est pareil à envoyer chez l'adversaire, avec les fumigènes, même système. Et comme tu l'as dit, il y a ce fameux stratagème qui est donc celle des gargouilles, qui permet sur toutes les unités à 3 pas, chaque fois que je ferai un 4+, elles prendront un D3 mortel. Et vu que le châssis est énormissime, si vous l'avez placé chez l'adversaire, vous avez à la fois les unités qui sont engagées avec lui, potentiellement corps à corps, mais aussi toutes celles qui sont autour. Et c'est quand même de la mortelle gratuite pour un point de commandement, hein, donc c'est pas mal. Complètement, ouais. On enchaîne avec le Forge Friend et le Maul of Friend. Le Forge Friend, c'est la version de tir. On est sur un châssis complètement standard qui est endurance 7, 12 points de vie. Il bouge de 8, il a un profil qui est dégressif. Il touchera de base à 4 au corps à corps et au tir. Et il va être capable d'avoir deux types de configurations. La première à 148 points, où il va uniquement avoir un double canon Hades et des mâchoires démons, sous-entendu il va pouvoir mâcher au corps à corps et être PA-1 damage 2, ou alors remplacer justement cette mâchoire par une configuration un petit peu plus chère à 160 points pour avoir un canon ectoplasma qui va faire D3 tirs de force 7, PA-3, damage D3, par contre à 24 pouces, versus les canons Hades qui eux ont une portée de 36 tirs mais qui feront eux 8 tirs de force 8, PA-1, damage 2. Pour finir, il a une aptitude qui lui permet de régénérer un point de vie au début de chacun de vos tours. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui et tout à l'heure versus la version de corps à corps? Alors, il a baissé en coût. Globalement, il est pas trop mal. Après, la difficulté qui reste sur cette unité-là, c'est que son arme est un peu incohérente, on va dire. Elle est force 8, mais que PA-1 et 2 dommages. Donc, c'est très bien contre l'anti-élite. Hein. Moi, je pense au Space Marine Primaris. Hein. Tous les Primaris, ça, c'est très fort contre eux. Notamment avec le stratagème qui permet de rejeter pour blesser, ainsi de suite. Maintenant, il va faire que 8 tirs. C'est pas énormissime. Il est compliqué à jouer. Voilà. Et puis après, effectivement, on peut mettre le lance-plasma à la place de sa gueule. Le problème, c'est que le lance-plasma, il est à portée 24, donc on ne sera pas à portée de grand-chose, sinon il faut bouger. Si on bouge, encore le -1 pour toucher. Donc, unité assez compliquée. Alors, compliqué, même si tout à l'heure on arrive à sauver certaines unités par le fait qu'on va avoir différentes menaces en fait, qui vont être parallèles. Le problème, c'est que là, si on veut paralléliser les menaces, on va plus se diriger vers le Mauler Friend, qui est la deuxième façon de monter le kit de cette figurine, qui est quand même complètement magnifique. Elle est vraiment dingue cette figurine. Le Mauler Friend, lui, il est à 132 points. Et il rigole pas non plus au corps à corps. Donc c'est le même châssis, sauf que lui, il va bouger de 10 par contre. Il va avoir 4 attaques de force 6, endurance 7, 12 points de vie. Il va être équipé de découpeur à magma, équivalent d'un gros pistolet qui fait force 8, PA-4, damage 3, mais ça, à la limite, on s'en fout. C'est surtout qu'il est équipé de Mecha Flagellum, qui fait force 6, PA-2, damage 2. Et à chaque fois que le porteur combat, il peut effectuer 6 attaques supplémentaires, sans compter qu'il est équipé de points qui fait force x2, donc force 12, PA-3, damage 3. Alors, c'est soit effectivement les pistolets, soit les méga flagellum. On prendra toujours les méga flagellum, et c'est là où il est à 132 points. L'unité, franchement, est bonne. Elle a baissé en coût. Après, c'est pareil, c'est toujours une question de choix. Mais une unité qui bouge de 10, avec Wartime, on l'a redit, ça bouge de 20. Donc, c'est déjà une unité qui peut impacter le T1. Comme on l'a dit, T1, il n'y a pas beaucoup d'unités qui peuvent le faire, donc c'est bien. Il a aussi le stratagème, donc des gueules, de gargouille. Le socle, c'est le socle d'un volant, donc c'est moins gros qu'un defiler, mais c'est quand même pas non plus tout petit. Donc si vous le placez bien, qui voilà. Son crabe en latéral. Exactement. Bon, ça fait bizarre de le voir marcher en crabe, mais on s'en fout. Donc c'est quand même pas trop mal. Il a toujours le stratagème pareil qui rejette pour toucher, rejette pour blesser. Franchement, à 132 points, c'est une entrée sur laquelle on peut réfléchir. On enchaîne ensuite avec le Rhino. Qui pour le coup, dans ce codex, est une très très bonne entrée. Il vaut 72 points en slip, il a la particularité d'être équipé d'un combi bolter et de pouvoir en avoir un deuxième. Donc mine de plus un lanceur Avoc. Et donc finalement pour 80 points. Il va être capable de balancer un petit peu de saturation en plus d'avoir le rôle de transport et de chausson, on l'a vu tout à l'heure, soit pour 10 cultistes, à la limite si on veut vraiment pouvoir faire ça, ou alors aussi surtout pour 10 Space Marines de base. En fait, tout à l'heure, on l'a vu, le transport, on le veut avec, pour une seule unité, qui sont nos rubriques avec nos lance-flammes. Entre le Land Raider qui peut être cliqué potentiellement et perdre sa puissance de tir, ou un Rhino qui peut être cliqué aussi, mais bon, à la limite, on s'en fout. On préfère avoir le Rhino. D'autant plus que le Rhino, on peut aussi s'en servir finalement pour cliquer l'adversaire. Ouais. Là, on ne le fera pas avec le Land Raider. Donc, en niveau stratégique, c'est peut-être mieux le Rhino. Tu parles de clic, c'est certainement le seul avantage de l'avant-dernière entrée du codex, à savoir le volant, le Eldrake. Moi je l'adore, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne le jouent pas, tout ça, il vaut 167 points. C'est un volant qui n'est pas réellement un volant d'ailleurs, qui bouge de 30 pouces, qui a endurance 7, 12 points de vie. Il est équipable, on va même pas parler de l'autocanon AD sur cette figurine-là, on va parler uniquement du conflagrateur qui est porté 18, assaut D6, force 6, PA-2, damage 2 et touche automatiquement la cible. Donc ça, c'est très fort, en tout cas son arme de tir est très forte. Maintenant il est un petit peu cher à 167 points, mais il va être utilisable pour cliquer.
Bah voilà, je pense que tu as tout dit. En fait, non, sur cette Je l'ai unité sauvé là. tout seul. Je l'ai sauvé. Non, mais après, c'est vrai qu'elle est belle. En fait, ce qui est un peu frustrant, c'est que c'est un volant, mais qui n'a pas le -1 pour être touché, parce que finalement, c'est une sorte de dreadnought qui bouge de 30. L'avantage, c'est clair, c'est pour cliquer. Voilà, donc, Dès le tour, tu peux le faire. on peut le faire dès le tour 1. L'inconvénient, c'est que ça veut dire que c'est le joueur adverse qui doit mal jouer. Ce qui fait mal ses cordons, parce que s'il fait bien ses cordons, bah même si tu veux, voilà, ton soc passe pas, et donc du coup, bah, tu cliques rien. Pareil, le problème, c'est que son lance-flamme, il est bien, mais c'est encore un des 6. Vous faites le 1 ou le 2, c'est frustrant. Maintenant, elle n'est pas très chère, et pour cliquer, aller vite, engluer une unité, c'est bien. On l'appellera en général premier sang, quand même. Oui. C'est la première tatane. C'est la première tatane du codex, hein, clairement. On enchaîne ensuite avec la putain de pépite. Je crois qu'en fait, depuis le début, on attendait ce datasheet-là. C'est le datasheet de Magnus le Rouge. Regarde le sourire. Exactement. Ouais. Regarde. La joie. Il vaut quand même 445 points. C'est un choix de Lord of War. Il vaut 23 fucking points de puissance. Hein. Par contre, c'est un gros ton. Il bougera de 16. Il a 18 points de vie, il a un profil dégressif, mais ça on s'en fout. Il touche à 2+, au corps à corps, au tir, force 8, endurance 7, 18 PF comme je l'ai dit. 7 attaques, commandement 10, sauvegarde à 3+, il a une invulnérable à 4+, il est équipé de la lame de Magnus, force x2, donc force 16, PA-4, damage flat 3. À savoir que si un personnage est pété par cette arme, alors on pourra placer une chaos spawn si on l'a payé en points. Donc ça c'est anecdotique, mais pour humilier l'adversaire, c'est bon. Au niveau de ses aptitudes, c'est pour ça qu'on va le kiffer. Il a mort aux faux empereurs. Donc bon, bah, quand on a cette attaque, ça proc. Hein. Il a la couronne de roi pourpre qui fait qu'il a une sauvegarde invulnérable à 4+, 2+, jeter un D6 à chaque fois que Magnus subit une blessure mortelle à cause d'un péril du warp. Sur 2+, cette blessure est ignorée. Il a le regard de Magnus, il fait que quand Magnus manifeste un châtiment, il va faire D6 blessure mortelle au lieu de D3 et 2D6 si jamais il fait un résultat supérieur à 10. Okay. C'est aussi le primarque des Thousand Suns qui fait que les Thousand Suns amis pourront relancer les 1 au toucher et n'importe quel dé donnant 1 en test psychique. C'est juste super fort. Ensuite, il va avoir puissance surnaturelle qui fait que chaque fois que Magnus tente de manifester un pouvoir ou d'abjurer un sort, il va pouvoir avoir un bonus de +2, à savoir que ce bonus est dépendant de son profil dégressif. Il connaît 3 pouvoirs, il peut en dissiper 3 et il a accès à l'ensemble des disciplines qu'on a vues, donc aux 18 sorts qu'on a listés au début de cette vidéo. C'est un putain de ton. Maintenant, il est quand même à 445 points. Ouais, non mais c'est vraiment, il aurait dû le mettre à 400 points, franchement. Non mais objectivement, bah, c'est un peu le, je sais pas, sur le grec, c'est le salade tomate oignon, tu vois. Il a tout. Oui, c'est ça, c'est l'auto-include. Voilà, c'est lui parce que au CAC, c'est un monstre, en psy, c'est un monstre. Il fiabilise votre phase psy parce qu'il fait le reroll des 1, alors certes pour toucher au cac au tir, mais surtout pour les phases psy. Et ça, je peux vous assurer qu'avec tous les sorts que vous allez balancer dans la partie, vous allez faire du péril, vous allez faire des 1, donc ça fiabilise à mort. Ça évite les chamallows perdus voilà, pour des relances. Bref, il est juste exceptionnel. Après, l'unité, c'est un 100% ou 0%. C'est-à-dire que la plupart du temps que vous allez poser sur la table, l'adversaire il va voir que lui, et c'est normal. Et donc, il va souvent tout lui mettre pour essayer de tomber le plus vite possible et être tranquille. Alors, soit, effectivement, vous avez eu le T1, vous avez réussi à le buffer, lui mettre le -1, le +1, sa sauvegarde invulnérable. Il commence à être dur à tuer. En plus, si on ne le sèche pas en un tour, d'ailleurs, on peut le soigner avec la manipulation temporelle. Il va revenir, il va remonter. Enfin bon, bref, il va vous faire chier pendant toute la partie. Soit, effectivement, vous avez un peu le T1, vous avez beaucoup de force de tir, vous le séchez tout de suite. Et là, on a perdu 445 points parce que finalement, une 4+ invulnérable. Et c'est dur de se remettre d'une alpha qui fait 450 points. Ah là, oui, après vous êtes en PLS et là, vous n'allez plus jouer la gagne. Hein. Là, après, vous allez jouer la lose, mais pas trop, quoi. Voilà, ou l'égal. En fait, je pense que pour résumer ce que tu viens de dire, c'est que c'est l'unité typique de frustration. Soit dans ton cul, soit dans celui de ton adversaire. Mais quoi qu'il arrive, soit tu arrives à le gérer, et auquel cas c'est un tiers du budget ou un quart du budget en moins, soit tu n'arrives pas à le gérer, c'est lui qui refait la game. Ouais, voilà, t'as tout dit, parce qu'en plus, effectivement, vu qu'il a ses 18 points de vie, le petit pépère, tous les personnages qui ont moins de 10 points de vie qui sont derrière sont pas ciblables. Donc quand on avance, la plupart du temps, on avance avec Magnus, plus derrière, après tous nos personnages qui sont pas ciblables. Donc c'est quand même lui qui va tenir, c'est le pilier, la plupart du temps, de l'armée, avec les Tsangor naturellement qui sont devant, mais tant qu'il est en vie, vous n'aurez pas les autres personnages. Donc dès qu'il est tombé, c'est compliqué.
Maintenant, voilà, tu l'as très bien résumé, tant qu'il a envie, et ben, franchement, il fait le café. On peut le jouer très agressif T1 en fonction de son adversaire avec un warp time, parce qu'il bouge de 16 x 2, 32 pour revenir tout de suite tataner, mettre des petites claques comme ça en passant à son adversaire. Sinon, on peut jouer un peu plus défensif, c'est-à-dire en T1 juste en bulle avec tous ses psychers autour pour avoir la reroll des 1, pourquoi pas le stratagème qui fait plus 2 aussi au casting. Son smite. C'est un mec qui peut chier une dizaine de mortels par tour, quoi. Ah bah, les sorts plus son smite magique, c'est... Ah bah, lui, déjà, le smite magique de base, tu mets le portail infernal, ce qui est accès, ce qui est démon, si tu fais plus de 12, enfin 12 ou plus, avec le plus 4, c'est faisable. Donc là, c'est décimé sur mortel en zone. Enfin, lui, tout seul, il peut vous faire une game si le joueur adverse s'est mal placé, qu'il n'a pas fait gaffe. Hein. Donc voilà, bon, que dire. Après, la figurine, elle est magnifique. C'est ça, en termes de modélisme, il est juste trop cool. On peut le mettre avec ou sans le plastron si on aime les muscles. On peut le mettre avec ou sans les cornes si on aime les cornes. J'avais rien de mieux. C'est vraiment... une des figurines les plus emblématiques. D'ailleurs, je crois que c'est ce pourquoi tu es parti vers ce codex, déjà. Ouais, moi à la base, quand j'ai vu la figurine quand elle est sortie, j'ai trouvé trop classe, quoi. Donc c'était le premier Primark qui revenait, en plus, enfin même au-delà des stats, quoi. Je veux dire, la figurine... non mais au-delà des stats. Au-delà des stats et des culs que vous allez mettre à vos adversaires, quoi. Non mais en plus, ce qui est génial, et ça c'est quand même vrai, c'est que on est toujours content quand il y a une figurine qui est dans le fluff, il est hyper balèze, enfin il est méga badass. Quand on voit la figurine, on se dit putain, il est badass. Il est badass, et quand on le joue, il est badass. Il n'y a pas plus frustrant, moi je trouve, en tant que joueur, quand dans le fluff, tu as quelqu'un qui est hyper fort, qui est censé être hyper fort. La figurine, elle est hyper classe. Castellan Crow. Mais on parle pas, je vais me barrer. Voilà, ça fait chier. Là, pour le coup, en tant que joueur, si on aime cette armée, on est content. Après, là où tu as raison, c'est que ça va dépendre de son milieu de joueur. Si on le sort, il faut faire gaffe avec son adversaire pour qu'on soit à peu près équilibré, parce que c'est pareil, hein, si votre adversaire, ici vous allez sortir Magnus et qu'il vous sort une armée avec 10 canons laser, bon, Magnus, il ne va pas jouer longtemps, surtout si vous n'avez pas le T1. Donc maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est pour peut-être conclure cette figurine-là, c'est qu'avec les nouveaux déploiements qu'il y a avec le Chapter Approved, quand on n'a pas le premier tour, ou en tout cas qu'on n'est pas censé l'avoir, on se déploie en second et donc on peut mesurer toutes les armes de tir jusqu'où elles vont. Donc ce qui veut dire qu'on peut quand même le protéger globalement de l'Alpha Strike adverse en le mettant vraiment à un pas, 2 pas ou 3 pas éloigné de l'arme lourde. Ce qui fait que même si on n'a pas le T1, techniquement, on ne va pas mourir, ou en tout cas on peut le sauver. On n'impactera que T2 avec lui, mais c'est pas très grave. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le tout ou rien, c'est moins vrai en fonction déjà de la zone de déploiement, et aussi si on joue ou pas avec le Chapter Approved. On a donc fait le tour, Mister M, de la revue V2 de ce codex Thousand Sun. On est sur un codex qui a un ADN de ouf, qui est ultra charismatique au sein de l'univers de Warhammer 40 000, qui répond très bien aux joueurs débutants et aux joueurs aussi expérimentés, puisqu'il apporte une énorme marge de progression au niveau de sa prise en main, modélistiquement parlant, ou au niveau vraiment du gameplay à l'échelle de la macro ou de la micro-gestion. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros fucking pouce bleu dessus, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez continuer de supporter French War Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera dans la description. Un gros merci à toi, Julien, pour m'avoir aidé à redéblayer un petit peu ce qui se cache derrière Tzeentch. Et on vous dit à plus, les Wargamers. Il faut aimer l'Égypte. Hein. Ça, Imhotep. La plupart du temps, comme un joueur qui est cordial, il va quand même vous dire attention, je peux faire ci, je peux faire ça, il peut prévenir. Après, il a des coups fait scam. Après, ça dépend des types de joueurs. Toi, non. Toi, voilà. Très bon résumé. Oh, c'est un métier, tu sais. Ça demande, parfois on se pose des questions et c'est pas très bon de se poser des questions dans le jeu. Hein. Souvent c'est mieux quand c'est l'adversaire qui doit se poser des questions. Maintenant, sinon, vous avez soit le sort, soit le point de commande pour jeter. Donc c'est-à-dire que... Et là, c'est Yalla. C'est bingo. C'est bingo. Là, j'aime bien bingo. Et là, Yalla.